En 2016, un couple va se balader en forêt jusqu'à ce qu'il tombe sur une clôture, une grande clôture enroulée de barbelés. Et sur cette grande clôture en métal, ce grand grillage, on peut y lire de très grands panneaux qui sont posés dessus, toutes les 10 ou 15 mètres, avec en grand, appliqué dessus en noir sur jaune, interdiction d'entrée, ce qu'il se trouve de l'autre côté est extrêmement dangereux. Mais évidemment, ils vont s'en foutre, se débrouiller pour passer à travers et continuer leur balade. À peine quelques minutes après avoir traversé cette clôture interdite et avoir continué à s'enfoncer comme ça dans la forêt, ce couple va rencontrer quelque chose qui va signer la fin pour eux en fait. La pire rencontre possible, et ils auraient vraiment mieux fait de suivre ce qui est écrit sur les panneaux et de jamais pénétrer dans cette zone interdite. Je suis certain que tu as envie de connaître la suite de cette histoire vraie, mais avant ça, je t'invite à appuyer sur le bouton t'abonner sur la chaîne, activer la cloche. C'est super important pour que tu puisses recevoir des notifications, et parmi les histoires que j'ai déjà racontées en vidéo que t'as loupées ou celles qui vont arriver dans plusieurs jours, je suis certain qu'il y en a pas mal qui vont juste t'empêcher de dormir la nuit en fait. Raquel Bain, une femme qui est très épanouie dans la vie, infirmière et assistante de chirurgie dans un hôpital. Elle a une famille qui l'aime, elle a des amis qui l'apprécient, mais elle possède un passe-temps assez particulier. Elle a toujours aimé les choses extrêmes, remplies d'adrénaline, et elle kiffe se faire peur. Donc il a pas fallu attendre bien longtemps pour que son passe-temps numéro 1, ça soit l'urbex. Pénétrer dans des endroits abandonnés, interdits, avec souvent dans le passé des histoires reliées à ces endroits, comme quoi ils seraient hantés, c'est vraiment ce qui la fait vibrer au quotidien. Elle a un enfant, un petit copain depuis un mois, un travail stable, mais elle peut pas s'en empêcher quand elle a du temps libre, quand elle a un week-end de disponible, elle peut pas s'empêcher d'aller visiter des lieux encore plus reculés qui vont une nouvelle fois la terrifier. On est en avril 2016 et le week-end parfait se présente. Pas de travail, quelqu'un pour garder son enfant. C'est parfait pour une nouvelle fois chercher sur internet un endroit qui pourrait la mettre à l'envers, prendre sa voiture et lancer de nouveau un petit urbex. Elle va proposer à son nouveau copain David s'il est chaud pour aller avec elle, et c'est comme ça que tous les deux vont prendre leur bagnole et partir à Louisville dans le Kentucky. Alors ils vont pas comme ça sur un coup de tête, c'est parce qu'ils ont réservé sur internet des billets pour pouvoir faire partie d'un programme de la ville qui organise des visites dans un ancien sanatorium, apparemment très terrifiant, qui serait habité par des fantômes. Alors un sanatorium, c'est à l'époque un centre de maladies infectieuses où principalement on traitait la tuberculose, maladie qui dans quasiment 100% des cas, tuer la personne qui l'avait. Le sanatorium de Beverly Hills, d'ailleurs, c'est un endroit qui a un passé plutôt sombre et tumultueux. C'est quand même un endroit où les familles envoyaient leurs proches qui étaient atteints de la tuberculose pour y finir leur vie. C'est d'ailleurs à ça que servaient ces centres. À la fois, on les mettait en quarantaine pour pas propager leur virus, mais en même temps, on utilisait ces personnes pour étudier la maladie et essayer de la soigner. Du coup, 60 ans plus tôt, ce sanatorium va être évidemment fermé, on n'est plus du tout à cette époque, mais malgré tout, comme il a un passé assez chargé, assez lourd, pendant plusieurs dizaines d'années, on va avoir des gens du coin, ou même parfois des personnes qui vont prendre la route assez longtemps pour pouvoir venir à cet endroit, et le visiter de nuit, puisqu'il a cette fameuse histoire de fantôme qui serait là pour le hanter de minuit à 3h du matin, bref, c'est censé être assez dangereux d'y aller. Et en vérité, c'est le cas. C'est le cas parce que ça craint, c'est vieux, il y a des trucs cassés, il y a des bouts de métal un peu partout, de vitres, de la rouille, et puis juste en fait, c'est pas une activité que t'es censé avoir en fait, de te balader comme ça la nuit dans des lieux abandonnés. La ville de Louisville, elle est pas du tout contente par rapport à ça. Donc ce qu'elle va mettre en place, c'est tout simplement un genre de périmètre autour de ce sanatorium, en expliquant aux gens qu'il faut pas venir, que c'est interdit. C'est pas parce que c'est abandonné que maintenant n'importe qui peut venir en libre service. Mais malgré tout, pendant de nombreuses années, les gens vont quand même continuer à venir visiter ce sanatorium de nuit. La ville, elle voit qu'il y a vraiment rien de lâché, alors elle a une petite idée, elle se dit bon, il y a tellement de gens qui viennent ici pour visiter notre sanatorium, on a qu'à faire du blé dessus. Et c'est comme ça que le maire, il va organiser comme une entité autour de l'office de tourisme de la ville, et plusieurs fois par semaine, les gens vont être capables de réserver sur internet un billet pour pouvoir être accompagnés par un guide et faire le tour de ce sanatorium de nuit, là où c'est extrêmement flippant, et ça reste dans un cadre assez légal et surtout protégé. C'est-à-dire que le guide va pas laisser les gens comme ça essayer de grimper à des endroits dangereux, sauter dans des trous, ça reste plutôt bien cadré. Et c'est ça que la Raquel a pu voir sur internet, qui avait ces visites guidées qui ont l'air assez incroyables, en tout cas elle c'est vraiment ce qu'elle aime, et donc elle prend la tête à son copain pour qu'il la suive, et ils vont se diriger à Louisville pour participer à l'une de ces visites guidées. Faut savoir que David, lui, il aime pas les trucs qui font peur, il aime pas l'urbex, il aime pas traîner dans le noir la nuit, les fantômes non plus, il y croit pas, et puis si jamais ça existait, bon, il a vraiment pas du tout envie d'en
ont croisé en fait, c'est pas sa cam. Mais il est amoureux, c'est encore tout frais, ça fait un mois qu'ils sont ensemble, donc il fait des sacrifices. Après avoir roulé quelques heures, ils vont donc débarquer à Louisville. Le problème c'est que c'est la fin d'après-midi, et la visite guidée c'est le soir, en début de nuit même, fin de soirée. Ils ont un peu le seum, ils disent bon, on va pas rester 4-5 heures comme ça à rien foutre sur un parking, donc pourquoi pas essayer de trouver quelque chose à faire en attendant. Quelque chose à faire qui pourrait là aussi être flippant. Donc Roquel comme ça, elle va essayer de se renseigner sur les alentours, voir s'il n'y a pas des histoires un petit peu intéressantes, et elle tombe sur quelque chose qui est 4 fois plus flippant en fait que cette histoire de sanatorium. La légende du monstre de Pop Leak, une créature qui fait partie du folklore des environs depuis des centaines d'années. Une mutation démoniaque qui serait sauvée des enfers et qui serait mi-homme, mi-chèvre, mi-mouton. C'est débile, mais c'est littéralement ça en fait. Il se cacherait aux alentours ou sous un énorme pont en bois, traversant la forêt qui entoure Louisville. Et si ce monstre, tu le croises, ce monstre qui ne sort que de nuit, tu peux être certain que t'es fini, t'es mort. Parce qu'au moment où il va te repérer, il va te courir dessus, brandir une énorme hache qu'il a toujours sur lui, et te couper en morceaux en fait. Roquel et son copain, ils vont donc démarrer la voiture, se diriger vers cet endroit, arriver en lisière de forêt avec un petite sorte de parking. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin en véhicule, donc forcément il va falloir sortir et continuer à pied. Ils sont maintenant dans ce bois, hein, ce fameux endroit où techniquement ils pourraient à tout moment croiser Pop Leak, la créature venue des enfers. Enfin bon, il est quand même caché sous un pont en bois et pour l'instant le pont en bois il est pas là. Et après plusieurs heures, c'est à ce moment précis qu'ils vont tomber et faire face à cette énorme clôture en métal entourée de barbelés et poser dessus un énorme panneau qui leur dit que c'est totalement interdit d'aller plus loin. De 1, c'est illégal et de 2, c'est extrêmement dangereux. Donc juste, les gens qui sont là, vous vous arrêtez maintenant et vous rebroussez chemin tout de suite. Mais c'est pas ce qui va arrêter Roquel. Elle qui a l'habitude de faire du urbex, de pénétrer comme ça dans des lieux interdits de nuit abandonnés. Non, elle s'arrête pas là, elle a envie de voir un démon sorti des enfers. Du coup, elle va longer avec David le long du grillage, en étant persuadée qu'il y a un moyen de rentrer, et effectivement, elle a raison, puisqu'arrivé à un certain moment, peut-être 40 ou 50 mètres sur la droite, un coin du grillage vers le bas a été sectionné, sûrement par une pince coupante, quelqu'un qui est passé avant eux, que ça soit des jours, des semaines, des mois, on n'a aucune idée, mais devant eux, ils ont un endroit, une possibilité de pouvoir continuer leur balade sauvage et interdite. Ils vont traverser comme ça, du coup, ce grillage, cette protection barbelée qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, et puis continuer leur ascension, puisqu'à partir de là, ça ne fait que monter. Alors la forêt est extrêmement dense, hein, ils y voient pas grand chose, ça fait quand même plusieurs heures qui sont en train de crapahuter, donc là il fait presque totalement nuit, il fait très sombre, et en vérité dans cette forêt qui est extrêmement fournie, hein, en feuillage, en arbres, à partir de 25-30 mètres plus loin, on n'y voit déjà plus rien. Ils vont comme ça s'accrocher de plus en plus, puisque c'est littéralement presque devenu de l'escalade, pour arriver enfin sur du plat. Ils vont tourner la tête vers la droite, et devant eux, l'énorme pont en bois, qu'ils espéraient tant rencontrer déjà bien avant, mais après avoir marché plusieurs heures, t'as vraiment pas envie d'abandonner en milieu de chemin. Le pont en bois, il est devant eux, fait totalement nuit, on peut y voir la lune, les étoiles, mais Roquel, ce qui l'intéresse le plus, elle, c'est de croiser un démon. Ils vont s'enfoncer et traverser comme ça dans le noir le plus total ce pont en bois, hein. Et malgré la lumière de leur téléphone portable, c'est pas évident de pas faire les cons, puisque sur place actuellement, de leurs propres yeux, ils peuvent pas le voir, mais plutôt quand ils regardaient les photos sur internet, ce pont en bois, en vérité, à l'endroit où il est le plus éloigné du sol, où il est le plus haut, c'est plus de 35 mètres de chute libre quand même. Donc t'as pas du tout envie de tomber en bas. Ils continuent comme ça à s'avancer sur ce pont en bois, et une fois qu'ils sont à peu près au milieu, l'endroit le plus flippant, le sol se met à trembler sous leurs pieds. Ils vont se regarder, ils vont pas comprendre, et peuvent sentir des vibrations sous leurs pieds, puis un bruit strident. Le bruit strident, clairement, il vient depuis leur dos. Donc ils vont tous les deux se retourner, et là, c'est le flash total. Ils sont totalement éblouis par une lumière qui fonce droit sur eux. Évidemment, ils sont pas débiles, ils comprennent très vite que c'est un train qui est en train de se diriger vers eux. Un train qui va passer sur le pont en bois. Alors, évidemment que Roquel et David, ils avaient très vite capté en mettant le pied sur le pont en bois qu'il y avait des chemins de fer. Mais l'endroit il a l'air complètement abandonné. Pour eux c'était improbable de s'imaginer que c'était une ligne encore active et qu'il y avait des trains qui passaient, surtout la nuit. À ce moment précis, ils sont vraiment dans la merde. Ils font face à deux problèmes qui ne semblent pas pouvoir être résolus en fait. Ils sont en plein milieu du pont en bois, donc ils ont clairement pas le temps soit de courir vers la gauche, soit de courir vers la droite, puisque le train il sera là avant qu'ils puissent sortir de ce pont en bois et des rails. Et le deuxième problème le plus important, c'est que le pont il fait pile poil l'épaisseur, la largeur du train. C'est pas du tout un pont qui est censé être pris par des piétons. Dans sa conviction, ils l'ont uniquement fabriqué pour que un train passe et basta, fin de l'histoire. Donc il n'y a pas moyen en fait d'essayer d'aller sur la droite ou sur la gauche, puisqu'il n'y a même pas de rambarde, il n'y a même pas de barrière en fait. C'est le vide total. C'est-à-dire que soit tu sautes de 35 mètres et tu t'écrases par terre, soit tu te fais éclater par le train qui te fonce dessus. Ils vont être pris de panique bien évidemment. David va regarder Roquel et lui dire écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ce que je te propose, c'est que juste on essaye de s'accrocher sur
le bord du pont en bois avec nos bras. Si tu fais attention, regarde, il y a comme une double épaisseur en bois qui permet à la structure du pont d'être solide. Donc si tu sens que tu as assez de force dans les bras, juste tu viens avec moi, on s'accroche, on va se laisser pendre tout simplement avec nos bras au bord du pont. Le train va passer au-dessus de nous, on va devoir s'accrocher évidemment puisque ça va trembler, puisque le train il va rouler sur nos mains, mais étant donné que les poutres en bois sont beaucoup plus épaisses, le train ne devrait pas nous toucher les mains, et une fois qu'il est passé, on se hisse de nouveau et puis on est sauvé. Mais le train, c'est bon, il arrive là. Il est vraiment à quelques secondes de les exploser sur les rails. Donc David, il va évidemment mettre son plan en exécution, il va s'accrocher comme ça sur le côté de ce pont en bois, et voit que Roquel, elle est pétrifiée, elle est pas assez physique pour être aussi rapide que lui, et au moment où il lui crie dessus pour essayer de la presser, il la voit tout simplement sous ses yeux se faire éclater par le train. Et en quelques secondes à peine, elle va être projetée à plusieurs mètres en hauteur, et à côté de lui, sur sa droite, disparaître dans la noirceur, jusqu'à ce qu'il entende le bruit du terminus en fait. Il est en train de trembler, il est en sueur, il est terrifié. Il va, avec toute la force qui peut sortir de son corps, se hisser à nouveau sur le pont une fois que le train passe, faire le tour de l'autre côté et descendre en courant pour aller rejoindre le corps de Rachel qui est tombé plus bas. Et puis, bon, il n'y a rien à faire du tout en fait. Il n'y a déjà plus personne qui respire. Aucune plainte ne pourra être déposée contre la ville puisque toutes les précautions ont été prises en fait par la mairie. Et c'est vraiment de leur faute d'avoir décidé de se rendre dans un endroit totalement interdit. Mais David, lui, en plus d'avoir perdu sa petite copine et d'avoir vu terminé sous ses yeux, il va avoir payé une amende de 2600 $ pour avoir retardé un train, puisque le train, à un moment donné, le conducteur les avait vus, il a essayé de freiner, mais il y avait vraiment rien à faire, et aussi pour avoir pénétré illégalement dans un endroit interdit appartenant à la ville. Donc David, il aura perdu sa copine, et 2600 $, et un casier judiciaire qui maintenant est plus vite du tout, quoi. On est en 1978 et Georgi Markov, un journaliste à Londres, commence sa journée tranquillement pépère en fait. Il va prendre sa douche, un petit café, puis il va mettre son manteau et se diriger tout droit à l'extérieur pour se diriger vers son travail. Notre pote Markov, ça fait à peine 6 ans qu'il habite en Angleterre, donc il a ses petites habitudes. Il va pas directement rush sur le lieu de là où il va commencer pour de vrai sa journée de travail, mais va plutôt faire des petites pauses, c'est un petit peu son rituel, il va s'asseoir dans un banc, il va regarder les oiseaux dans un parc, il va se prendre un petit sandwich, puis comme d'habitude, il va terminer son trajet en prenant un bus pour aller là où il bosse. Aujourd'hui, les choses elles vont pas se passer autant calmement que d'habitude. Il est dans le bus, tranquillement, il est sur le point d'arriver vraiment à l'arrêt qui va le déposer devant là où il travaille, et quoi, 10-15 secondes avant de se lever, il va d'un seul coup sentir une douleur extrêmement vive dans le mollet. Comme une morsure ou un truc coupant qui va venir comme ça taper dans son mollet. La douleur va être vive, mais assez courte. Il a beau regarder comme ça en étant assis, il voit pas trop ce qui se passe. Donc, vu que c'est son arrêt qui est en train d'arriver, il va se lever, il va descendre du bus et plus attentivement essayer de jeter un coup d'œil à son pantalon, directement à sa jambe. Mais en vrai, il voit rien du tout, quoi. Alors, il a pas autant mal que quand il s'est fait un peu mordre ou un peu piquer comme ça, mais il sent qu'il y a quand même un truc qui se lance, qui revient. C'est supportable, et puis c'est l'heure d'aller bosser, donc bon, c'est comme ça, c'est la vie, il a dû se couper sur quelque chose, il va rentrer dans le bâtiment et commencer sa journée de travail. Il va être concentré sur son taf toute la matinée, arrive la pause de midi, pareil, il va manger, mais bon... Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais voilà, c'est la petite pause déj, puis tu retournes travailler, t'es journaliste, t'as des tonnes de paperasse comme ça à mettre en place, à signer, des mises en page, t'as pas le temps. Mais là, il est quoi, 13-14 heures, et la douleur, ça va plus du tout en fait. C'est tellement dérangeant qu'il décide de prendre une pause et d'aller directement dans les toilettes pour, avec peut-être plus de lumière et un miroir, voir ce qui se passe à son mollet en fait. Et après être rentré dans les toilettes de la société, et d'avoir posé sa jambe comme ça sur une des robinetteries pour mieux voir ce qui se passe, il y a juste un petit point rouge. Bon, en fait, c'est pas si grave, quoi. C'est chiant, ça fait de plus en plus mal, mais c'est comme ça, je veux dire, il se passe rien. Donc Georgi va continuer sa journée de travail. Pour y penser un peu moins, il va prendre un antidouleur, et puis, une fois que sa journée sera terminée, il va de nouveau prendre le bus pour rentrer chez lui. Sauf que là, sa femme, elle remarque quelque chose. À peine il rentre pour déposer son manteau comme ça sur le porte-manteau, elle vient le voir, elle fait mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? T'as plus aucune couleur sur le visage, t'es tout transpirant. Il t'est arrivé quoi aujourd'hui en fait? Alors lui, bon il sait pas trop, puis après il dit bon c'est vrai que je me suis comme fait mordre ou couper au mollet ce matin dans le bus. Et depuis ça va pas très bien, mais je pense pas que ça soit à cause de ça que j'ai du mal à respirer ou j'ai sûrement juste besoin de prendre une douche et de m'allonger. Mais elle va pas laisser passer du tout l'histoire, elle va lui dire écoute mon pote, tu remets ton manteau tout de suite. Direction l'hôpital, on y va tous les deux, on va voir ce que t'as.
peut-être que ça a rien à voir, mais que du coup c'est quelque chose d'autre qui est grave. C'est peut-être ton cœur, c'est peut-être ton foie, je sais pas. On va faire des examens maintenant. Ils vont arriver comme ça dans la salle de consultation, après avoir rempli les documents, prénom, âge, adresse, etc. Le médecin lui dit bon apparemment il y a une histoire de piqûre à la jambe, c'est peut-être lié à ça. Écoutez, montrez-moi où vous êtes fait piquer, et puis ensuite on va aviser. Donc le médecin va lever le pantalon de Georgi Markov, et là ça va pas du tout en fait, puisque la petite rougeur rouge, le petit point rouge qu'il y avait, c'est devenu carrément un énorme hématome, plein de pus, plein de rougeurs gonflées, vraiment pas beau, vraiment dégoûtant en fait, genre extrêmement grave. Le médecin lui il voit ça, il est choqué, hein. Il dit, là il y a un vrai souci, je vais ramener un collègue à moi et on va devoir analyser ça, on va devoir discuter un peu de nos avis parce que on voit jamais ça en fait. Au final, ils vont se retrouver à 3-4 médecins autour de la jambe de Georgi Markov. Et puis à un moment donné, il y en a un qui se lance, il dit écoutez monsieur, vous travaillez dans quel domaine en fait Est-ce que là où vous bossez, il y a par exemple des animaux exotiques ou des serpents, voire même des serpents mortels ou vénéneux? Et Georgi dit vraiment pas en fait, hein, je suis journaliste, à part des stylos et des cartouches d'encre, il y a rien qui peut me blesser quoi. Puis il se dit c'est pas possible, peut-être que vous seriez fait piquer par un serpent dans le bus. Est-ce que quelqu'un a un animal ou une boîte avec un serpent peut-être autour de vous quand vous êtes rentré dans le bus? Enfin, ce qui vous arrive là, c'est de la nécrose ultra rapide, on dirait presque le venin d'un serpent mortel en fait. Ils vont directement le mettre en soins intensifs à l'hôpital pendant 3 jours. 3 jours parce qu'après en fait il meurt. Georgi, voilà, il a tenu 3 jours en soins intensifs sur respirateur et voilà, c'est fini pour lui en fait. Bon, comme c'est assez inexplicable ce qui lui est arrivé, surtout dans un bus, surtout en plein Londres, évidemment, il y a une autopsie qui va être effectuée sur son corps. Et c'est là que ça part en cacahuète en fait. Le médecin légiste, il va trouver dans le mollet de Georgi Markov une pointe extrêmement fine avec au bout un mini disque. Une pointe à un disque tellement petit et tellement fin qu'à l'œil nu, c'est même facile de les louper en fait. Le disque il fait moins de 2 mm et de chaque côté un petit réservoir, eux encore plus petit. On est sur un travail d'orfèvre là. L'intégralité des pièces métalliques vont être mis en analyse et au niveau des résultats on se rend compte que dans ces 2 mini trous, dans ces 2 mini réservoirs, c'était rempli de ricine. Ou plutôt ça l'était dans le passé, puisque maintenant il restait que des résidus. Pour ceux qui savent pas, la ricine, c'est un poison 100% mortel, qui à ce jour a encore aucun réel traitement en fait. Si on te l'administre, t'es plutôt certain de mourir en fait. Alors qui aurait voulu assassiner Georgi Markov, journaliste à Londres, qui était très connu dans le monde pour ses papiers qui exposaient au grand jour des secrets très dérangeants de la Russie ou de la Bulgarie. Si problématique que lui-même, il avait quitté ces endroits pour être plus tranquille en fait. Et plus avoir à regarder au-dessus de son épaule tous les jours et tous les soirs. En fait, cette histoire, c'est probablement l'un des rares cas documentés d'assassinat via la méthode du parapluie bulgare. Et c'est réellement le nom de la méthode d'assassinat. Une reprise qui va être inventée par les Bulgares et ensuite reprise par les Russes, qui consiste en fait à transformer un simple parapluie en injecteur dans lequel on va pouvoir tout simplement piquer à disposition comme ça la personne qu'on souhaite, avec une petite pointe en métal qui va sortir du parapluie et une gâchette cachée dans le pommeau du parapluie, et empoisonner sans vraiment se faire remarquer la personne que l'on souhaite. Alors la méthode du parapluie bulgare, on sait qu'elle a été utilisée avec différents types de toxines, et la ricine c'était l'une des plus utilisées. Ça craint. En 2015, George Pickering se tape la crise cardiaque la plus sale possible à seulement 27 ans. Bon ok, il fait un peu de la merde avec son corps, hein, il boit un peu trop d'alcool, il mange un peu trop n'importe quoi, mais quand même 27 ans pour une crise cardiaque, c'est pire que craignos. Les pompiers arrivent sur place et essaient de s'en occuper le plus rapidement possible. Une fois à l'hôpital, sans tarder, on va le mettre sous respirateur parce que il est en train de décéder en fait. Mais quelques heures après, le constat il est sans appel. Il va tout simplement crever quoi. On explique à son père et à sa mère qui sont venus avec lui à l'hosto que là il est en mort cérébrale. Le cerveau donne plus aucune intensité, donne plus aucune réponse et il faut juste le débrancher parce que leur fils est déjà décédé en fait. Les machines font tourner les poumons et son cœur mais il y a plus personne dans la cabessa. Le père il arrête tout de suite les médecins, il leur dit m'en dites pas plus, ça m'intéresse pas. Mon fils il est vivant, je le sais. Donc vous allez rien débrancher du tout. Je sens qu'il est encore vivant. Vous lui laissez le temps qu'il se réveille. Ça va être une galère de plusieurs heures jusqu'à ce que les toubibs amènent même des agents de sécurité de l'hôpital en lui disant bon, on a besoin de cette machine qui pourrait être utile ailleurs. Votre fils il est décédé. Les paramètres que vous voyez fonctionner, le cerveau, les poumons, le cœur, on s'en fout parce que le cerveau il est éteint en fait. Votre fils est 100% décédé, y a rien à faire, on va le débrancher là maintenant. Donc dites-lui au revoir dans les 40 secondes. Mais le père, il y est
vraiment pas d'accord. À tel point qu'il va pas trop faire de vagues, il va s'éclipser de la chambre en disant « Très bien, je vais lui dire au revoir. Laissez-moi juste 2 petites minutes. » Il descend, il sort de l'hôpital, il ouvre le coffre de sa bagnole et il ressort avec une arme à feu pour ensuite rentrer dans l'hôpital à nouveau, rejoindre la chambre de son fils et puis pointer le docteur, comme ça, du bout de son arme et lui dire « Bon, maintenant tu vas débrancher quoi ?» Ok. Et c'est comme ça qu'il va littéralement prendre en otage le docteur et demander à tout le monde de sortir. Il va s'enfermer dans la chambre de son fils avec le docteur et il va tout simplement calmement s'asseoir, le regarder droit dans les yeux et lui dire « Maintenant, on attend qu'il se réveille. » À ce stade-là, évidemment, vous en doutez, ça part en sgeg total puisqu'il y a le SWAT qui va se mettre à débarquer à l'hôpital. Donc, on se retrouve avec le père et le docteur pris en otage d'un côté d'une pièce et de l'autre côté de la porte. Une équipe de 10 ou 15 agents super armés qui sont en train de lui expliquer que bon, si dans les 20 minutes il ouvre pas la porte, ils font démonter, exploser la porte, démonter, peu importe, et ça va être terminé pour tout le monde, hein, parce que là, comme on dit, c'est shoot to kill, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont un visuel sur le père qui prend en otage le docteur, ils vont l'éteindre tout de suite. À ce moment-là, le père, il a vraiment pas perdu espoir. Il gueule de partout que son fils, il est vivant, il en est certain. Et quand il voit qu'il arrive à la limite, quand il voit que vraiment en face, on a une équipe d'intervention spéciale qui va se mettre à soulever la porte et rentrer en trombe, il serre de toutes ses forces la main de son fils comme ça, il lui dit « Réveille-toi, je sais que t'es là, réveille-toi, réveille-toi. » Le docteur à côté qui a un mec qui dit « Mais monsieur, je suis docteur, je vous explique comment ça marche. Le cerveau, il est éteint. Ça fait 6 ou 7 heures qu'il n'y a eu aucun signal cérébral. Il est décédé. C'est comme ça que ça fonctionne la médecine, c'est comme ça que ça fonctionne la science. Il n'y a rien à faire en fait. » On arrive vraiment au moment fatidique où il y a limite un décompte. T'as l'équipe de SWAT qui leur dit « On rentre dans 30 secondes. Dans 30 secondes, on rentre. » Donc là, maintenant, il faut prendre la décision maintenant. Et le père qui va lâcher comme ça dans un moment de dernier espoir. Bah écoute, mon fils, on va partir ensemble, tant pis. On entend le décompte de la police qui est de l'autre côté de la porte, qui va être là. 15, 14, 13... Et d'un seul coup, le père il se met à genoux, il jette son main par terre, et il dit c'est bon, je me rends. Le toubib il comprend pas, les filles qui comprennent pas, ils disent comment ça vous rendez, qu'est-ce qui se passe là? Et le docteur leur dit ouais, il s'est mis à genoux, il a jeté son main par terre, et j'ai l'impression que je suis plus en danger. Du coup la police dit au docteur bah ouvre la porte tout de suite, et il ouvre la porte, il y a tout le monde qui rentre dans la pièce, évidemment le père se fait mettre plaqué au ventre, les mains dans le dos, et ils disent mais pourquoi tu te rends, qu'est-ce qui se passe? Et le père leur gueule, mon fils il est vivant, il vient de me serrer la main, donc j'ai plus aucune raison de faire ça. Évidemment, le docteur est là, et encore une fois, il se dit, il est en totale désillusion, il n'y a plus rien à faire pour sauver ce type. Et puis d'un seul coup, il entend bouger à sa droite, là où il y a le lit du fils de 27 ans. Le docteur qui se retourne, et voit le type qui était en mort cérébrale depuis plusieurs heures, qui a les yeux ouverts, qui comprend pas trop ce qui se passe, il regarde à droite, à gauche, comprend pas vraiment ce qui se passe du tout même, et puis il commence à agir comme si vraiment il était totalement conscient. Le docteur, il va s'approcher, il va dire, monsieur, vous me voyez là? Puis le fils va faire comme ça de la tête. Le docteur, il va saisir la main du fils, il va lui dire essayez de prendre ma main, essayez de la serrer comme vous le pouvez. Et difficilement, le fils, il arrive à tenir la main du docteur. Ce con, il s'est réveillé de sa apparemment mort cérébrale. Et la fin de cette histoire, c'est qu'il a même eu une récupération à 100%, aucune séquelle. Le père en question, lui, va prendre 10 mois de prison, pour au final ne même pas les faire, puisque l'hôpital va enlever sa plainte. Et sûrement qu'il y a quelque chose lié au fait qu'ils allaient débrancher leur fils qui était toujours vivant, on va savoir. Et c'est comme ça que cette histoire va se finir, avec George Pickering et toute sa famille ainsi que son père, fêtant Noël ensemble, plusieurs mois après, avec aucune séquelle de cette histoire, que ce soit mentale ou physique pour le fils. Ça fait pas de mal de temps en temps une petite happy ending quoi. On est en 1991 et on retrouve Charles qui, en sortant du taf, décide de s'arrêter avant de rentrer chez lui dans un petit fast-food pour se faire un petit burger tranquille avant de rentrer avec le bruit des enfants, sa femme, tout ça, bref, une situation qui peut arriver à beaucoup de personnes. Il va donc se garer sur le parking, sortir prendre son truc et quand il revient et qu'il rentre dans sa voiture, il démarre le contact et là il y a un type qui va s'approcher vers lui, s'approcher de sa voiture en secouant les bras et en lui disant qu'il a vraiment besoin de son aide. Le type il a un peu une dégaine de drogué ou de sans-abri, mais enfin bref, il est pas très propre sur lui, plutôt fatigué. Il lui explique qu'en fait, il a pas de bagnole et qu'il vient d'apprendre que sa sœur elle est en train d'accoucher à un hôpital qui se retrouve pas si loin que ça et qu'il a vraiment besoin que quelqu'un l'amène parce qu'il a pas envie de louper l'accouchement de sa sœur. Charles, il a vraiment pas envie, on est en pleine nuit, il a juste envie de rentrer chez lui après avoir bouffé son burger et
en même temps, cette histoire d'accouchement et tout, ça le touche un peu au cœur, il sent touché, donc il dit bon, je veux bien rouler, puisque l'hôpital, il est dans la direction de chez moi, mais par contre, moi, je m'arrête dans mon lotissement, ça va t'avancer de 10 minutes, et après, tu continueras à pied. L'autostoppeur, il est vraiment content, il rentre dans la voiture, dans son pick-up, il commence à rouler pendant à peu près 10 minutes, et puis Charles, il va s'arrêter à un moment donné, il va dire bon voilà, soit tu refais du stop, t'es pas très loin, sinon tu peux carrément y aller à pied, t'en as vraiment pour 20 minutes. Mais au moment où il dit ça, l'autostoppeur, il devient un peu chelou. Il commence à être en sueur, à paniquer, il lance des regards un peu bizarres, et il se met d'un seul coup, à toute allure comme ça, à fouiller dans son sac, dans sa sacoche, comme s'il allait sortir un couteau, un revolver, un truc, bref. Charles, il est pas serein du tout au volant à ce moment-là. Et c'est pourquoi il va décider d'un seul coup de prendre les clés de sa voiture, donc il va sortir les clés du contact, ouvrir sa portière, et se barrer le plus vite possible. Il venait de dépasser, à peut-être 100 mètres de là, une genre d'épicerie de nuit qui était encore ouverte, alors il s'est dit bon, je vais tracer jusqu'à l'épicerie, je vais rentrer, je vais expliquer que je suis en train de me faire braquer, et je vais essayer de m'en sortir vivant quoi. Mais ça fait à peine 20 mètres qu'il court, qu'en regardant derrière lui, il se rend compte que l'autostoppeur, il court vraiment trop vite en fait. Le type, c'est une putain de gazelle. Il a à peine fait 20 mètres que l'autre, il est déjà quasiment derrière lui en train de le rattraper. Derrière lui avec un tournevis dans les mains. C'est clair et net, Charles il se rend compte qu'il arrivera pas à l'épicerie à temps, qu'il va forcément se faire planter dans le dos ou quelque chose comme ça. Donc il s'arrête, il lève les mains et dit à l'autostoppeur ok, je te promets, tu prends ce que tu veux, tu peux prendre mon portefeuille, mon argent, je t'amène où tu veux en voiture, je t'amène à l'hôpital, je t'amène où tu veux. S'il te plaît, juste me bute pas et on remonte dans la voiture et je vais faire le taxi pour toi toute la nuit. L'autostoppeur il commence à sourire, il est content, il s'approche de lui, il lui met le tournevis complètement plaqué sur son ventre et son dos, et il dit bon ok, on retourne dans la voiture. Et c'est comme ça que les deux vont de nouveau se rapprocher du pick-up, rentrer dedans, contact, clé, le moteur s'allume, et c'est reparti. Enfin ça, c'est ce que l'autostoppeur aurait voulu. Parce qu'au moment où Charles il commence à rentrer côté conducteur, et que du coup l'autostoppeur fait le tour du pick-up pour rentrer côté passager, il va direct ouvrir la porte, mettre la clé au contact, pied sur le champignon, et partir à toute allure avec son pick-up, laissant l'autostoppeur un peu comme un con sur la route à essayer de rattraper le pick-up, mais ça sert à rien. C'est une voiture, il y a un moteur, de l'essence, bon, tu peux courir aussi vite que tu veux, c'est foutu. À ce stade, Charles au volant, il se pose la question de s'il doit appeler la police ou pas. Parce que d'un côté, accepter en pleine nuit un autostoppeur qui a l'air complètement chelou, le faire entrer soi-même dans son pick-up, c'est un peu chercher les emmerdes aussi, et il a l'impression que ça va rien apporter, que simplement se faire rironner par les flics. Donc ce qu'il décide, c'est de continuer à rouler pendant à peu près 1 heure, puisqu'au final, il a laissé ce type chelou directement dans son quartier, dans son lotissement. Sa maison, elle était quoi, à 120 mètres de là, donc il a vraiment eu peur que le type suive tout simplement le pick-up du regard et vienne l'agresser chez lui avec sa femme, sa famille. Donc il va rouler comme ça pendant 1 heure, remanger un bout, prendre une glace, et puis revenir plus tard pour rentrer chez lui tranquillement. Mais en revenant, notre ami Charles, en rentrant dans son lotissement, il se rend compte que l'autostoppeur, il est en train de faire les 1000 pas sur la route, plus ou moins là où il a laissé en fait. Là il se dit bon, c'est bon, je vais appeler les flics, c'est pas normal, moi ça me fait flipper. Donc avec son pick-up, il va reculer dans une allée pour pas se faire repérer par l'autostoppeur qui a pas encore vu que Charles est tout simplement revenu. Et puis là, il va attendre la police puisqu'il a passé son appel pour ensuite aller interpeller l'autostoppeur, foutre en prison ou peu importe, et lui il pourra rentrer chez lui enfin. Au bout de 20 minutes, il y a un officier de police qui arrive. Charles, il va sortir de l'allée pour tout simplement montrer du doigt l'autostoppeur, mais en fait il est plus là. Ils vont ensemble du coup faire un peu le tour du lotissement en cherchant le type. Ils vont pas le trouver. Du coup Charles il va lui demander si le policier veut bien le raccompagner chez lui parce qu'il se demande si c'était peut-être quelque chose de ciblé ou quoi. Il a peur donc il a pas envie de rentrer tout seul. L'officier bien sûr il accepte. Ils vont faire 80 mètres en voiture. Ils vont se garer tous les deux dans l'allée de la maison de Charles. Charles y rentre, il va faire le tour de sa maison, les chambres, les pièces, toutes les fenêtres sont fermées, sa femme est là, il y a aucun problème, personne n'a essayé de rentrer, tout va bien. En ressortant, Charles, avant de dire à l'officier qu'il peut tout simplement retourner patrouiller, faire son travail quoi de justicier, va lui demander s'il veut bien aller check la maison de sa mère, puisque la mère de Charles, elle habite la maison juste derrière. Il y a simplement un mur de haie qui sépare la maison de Charles et la maison de sa mère, et il se dit voilà, si l'autostoppeur chelou il est en train de rôder autour de toutes les maisons, sa mère elle est vieille, elle se déplace pas bien, donc il préfère que le policier aille checker. Le flic bien sûr, c'est son travail, pas de problème, il dit à Charles directement qu'il va couper à travers les buissons au lieu de refaire le tour en bagnole parce que ça sert à rien. Donc les deux, lampe en main, puisque je vous rappelle qu'on est en pleine nuit, ils décident de traverser la haie et d'aller voir la maison de sa mère. Et en fait, à peine ils rentrent sur le terrain qu'ils se rendent compte que la vitre de la porte arrière de la maison de sa mère est fracassée et entrouverte. Le flic il passe devant, il sort son arme, il rentre dans la maison, Charles est juste derrière lui, aucun bruit, toutes les lumières sont éteintes. Il décide de monter à l'étage, là où il y a la chambre de sa mère, et malheureusement, ils vont tomber sur sa mère qui a été poignardée par
ce qui semblerait être un tournevis, et elle est étalée là sur son lit, pleine de sang. Peu après, l'autostoppeur il sera retrouvé et mis en prison, et Kanan, le nom du tueur, s'expliquera que tout ça c'était une simple coïncidence. Depuis le début, quand il a capté Charles sortir de son pick-up, aller prendre à bouffer, etc., il s'est dit, lui, je vais le cambrioler, je vais voler son pick-up, je vais me barrer avec, ça va être de l'argent facile. Et en fait, quand Charles a réussi à récupérer son pick-up, il s'est retrouvé comme un con dans le lotissement, et du coup il s'est dit qu'il allait trouver une maison où dormir, puisqu'il savait pas où passer la nuit, et qu'il faisait froid, et il fallait trouver un endroit chaud. Donc il a fait le tour de toutes les maisons, il a décidé d'en prendre une au hasard, et c'est tombé être celle de la mère de Charles en fait. Sa mère, âgée de 70 ans, elle a entendu la vitre en base brisée, elle a commencé à appeler en demandant ce qui se passait, et du coup, l'autostoppeur, il a décidé de l'endormir pour de bon, quoi. Il avait peur de pouvoir se faire retrouver ou qu'elle puisse l'identifier sur des photos, donc il a directement décidé de régler le problème. Horrible, mais simple coïncidence en fait. On est en 2002 et Mark et Cathy reviennent d'un voyage qui leur prend plusieurs heures. Ils vont traverser une grande partie des États-Unis en voiture pour rentrer chez eux. Il est minuit et la femme de Mark, elle lui demande de s'arrêter sur une aire d'autoroute parce qu'elle a vraiment besoin d'aller emmener leur bébé dans un espace où elle va pouvoir lui changer ses couches, etc. Parce que là, ça a plus du tout. Du coup, ils décident de se garer sur une aire d'autoroute qu'ils aperçoivent quelques kilomètres plus loin. Le parking est totalement vide, le magasin est fermé et il reste simplement les pompes automatiques de disponibles ainsi que le genre de petit cabanon qui est posé sur la droite avec les toilettes et les douches. Enfin, totalement vide, pas vraiment au final. Il y a aussi une autre voiture qui est garée avec à l'intérieur un homme, plutôt la quarantaine, et côté passager, un adolescent qui lui est en train de dormir. Mark, il a accompagné sa femme jusqu'à l'entrée des toilettes et il se rend compte que l'homme au volant de la voiture ne fait rien d'autre que le fixer en fait. Il est assis devant le volant, moteur éteint, et il a les yeux braqués sur Mark. Mark, au début, il essaye de pas trop y penser et pas trop s'embarquer dans une situation bizarre, mais plus le temps passe et plus ça devient dérangeant. Il est vraiment en train de se faire fixer et il y a aucune voix, aucun bruit qui est échangé, juste il se fait mater quoi. À la seconde où il entend sa femme sortir des toilettes, il la chope par le bras et il lui dit dans l'oreille, on se casse tout de suite. Il y a un truc qui est pas net, rentre direct dans la voiture, je tourne la clé du contact et on se tire d'ici tout de suite. Sa femme elle est un peu apeurée, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, donc elle ferme sa gueule, elle le suit, il rentre dans la voiture, pied au plancher et il tire le plus vite possible. En sortant de la place de parking et en contournant un peu pour pouvoir rejoindre de nouveau l'autoroute, Mark il se rend compte de quelque chose d'un peu bizarre. À l'arrière de la voiture, là où les deux hommes étaient assis en train de les regarder, il y a un trou, un cercle plutôt large qui est complètement percé, découpé dans le coffre à l'arrière de la voiture des deux types. Pendant qu'il est en train de rejoindre l'autoroute, il explique l'histoire à sa femme, et puis ensuite ils vont rentrer chez eux tranquillement après plusieurs heures de trajet sans qu'il y ait aucun autre embrouille. Plus ou moins une semaine après, Mark et Cathy sont chez eux dans leur salon, en train de manger tranquillement devant la télé, et là d'un seul coup, flash spécial, avec titré en gros, le sniper de Washington enfin arrêté. Et là, Mark et Cathy, ils sont pris d'un frisson extrême, puisque les deux hommes qui sont actuellement à la télé en train de se faire arrêter par la police, c'est les deux hommes qui étaient assis dans la voiture cette nuit sur cette petite aire d'autoroute. Alors, je suppose que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, vous habitez en France, en Belgique ou en tout cas dans un pays francophone. Donc, le sniper de Washington, c'est peut-être pas une histoire qui va beaucoup vous parler, alors je vais vous expliquer un peu le truc. À cette époque, à Washington, aux États-Unis, Mohamed et Malvo ont décidé de simplement, à cette époque, de buter des gens complètement au hasard en les snipant, juste comme ça en fait. Alors parfois c'était pour voler leur argent ou bien voler leur voiture, mais au final c'était juste pour buter des gens finalement. Et s'ils ont pu sévir pendant si longtemps sans se faire choper, c'est parce qu'ils avaient une méthode ultra bien rodée, qui a été expliquée une fois qu'ils se sont fait attraper, et à Mark, lui, ça lui a tout de suite tapé dans l'œil, et il s'est tout de suite rappelé le délire. Ils avaient découpé un cercle dans le coffre à l'arrière de la voiture, et Malvo, l'adolescent, il s'allongeait sur la banquette arrière, et il tenait un fusil sniper en main, avec le canon qui dépassait à peine du coffre de leur voiture, et c'est comme ça qu'ils pouvaient sniper des gens en plein public, en pleine rue, en pleine journée, sans se faire choper. L'air de rien, les deux comme ça, ils ont réussi à buter des gens toutes les 2 semaines, pendant plus ou moins 1 an, ça fait beaucoup de victimes. Et si ce soir-là, à Mark et Cathy, il leur est rien arrivé, c'est parce qu'en fait, cette aire d'autoroute, c'était le point de chute des 2 tueurs en série. Ils ont décidé de rien faire, puisque c'était leur plan, qu'ils n'avaient pas envie de la griller. Donc ils ont fermé leur gueule, ils ont juste maté, et puis ils sont restés assis dans leur bagnole. L'île Blanche, ou White Island en anglais, c'est une île qui est en Nouvelle-Zélande et qui abrite l'un des volcans les plus faciles d'accès. Dans le passé, à l'intérieur, il y avait une mine qui était plutôt prospère, où la Nouvelle-Zélande elle a pu y tirer beaucoup de richesses, et depuis 1930, c'est totalement fermé. Et la Nouvelle-Zélande s'est dit, il y a quand même probablement encore du fric à faire avec cette petite île, qui a son centre, au final, juste un volcan géant, quoi. Surtout avec la montée en flèche
de ce nouveau tourisme qui est lié à l'aventure, au frisson, il y a forcément un truc à faire. Et c'est comme ça que des dizaines de compagnies, bien sûr validées par l'État, vont pouvoir se créer, des compagnies un peu comme des agences de voyage ou des agences de tourisme, et vont amener des touristes pouvoir se poser en bateau sur cette île, et une fois sur place avec un guide, vont pouvoir suivre un chemin bien balisé, bien tracé, et pouvoir pénétrer dans les entrailles comme ça d'un volcan, avec parfois des flaques d'acide, des endroits où on peut voir au loin de la fumée toxique. On est sur un volcan endormi, mais quand même, on va pas laisser les gens aller n'importe où non plus, donc ce sont que des petits groupes, maximum 20-25 personnes. À chaque fois, un guide va être avec eux pour pouvoir leur expliquer tout ce qui se trouve autour d'eux, et aussi pouvoir les empêcher de se mettre en danger. Et même avec tout ça, chaque jour, il y a une plateforme de géologues qui est spécifiquement attitrée à ce volcan en particulier, et chaque jour, chaque soir, des paramètres vont être relevés, que ça soit thermique ou sismique, pour être certain que le volcan il n'entre pas en éruption. Ça serait ballot quand même que tout pète, alors qu'il y a encore des gens à l'intérieur, ou même aux alentours sur l'île. Les rapports de probabilité d'ailleurs, ils sont rendus publics, et on peut savoir au pourcentage près la chance que le volcan a d'entrer en éruption ce jour-là. Et donc au-delà de 4 ou 5% de chance, évidemment, c'est totalement interdit, la Nouvelle-Zélande interdit totalement quiconque de s'approcher de ce volcan, et même en bateau aux alentours, c'est pas possible en fait. Mais c'est assez sournois quand même en fait comme procédé, puisque le fait de rendre ces rapports publics, plus le pourcentage de chance que le volcan entre en éruption est proche de la limite acceptable, et plus c'est difficile d'y avoir une place, parce que tout le monde a envie d'y aller. Tout le monde a envie de connaître ce frisson, d'être dans les entrailles d'un volcan en se disant que peut-être que ça pourrait exploser à tout moment. Évidemment, personne n'a envie de connaître ça. Mais quand même, il y a cette graine qui germe dans le cerveau, et c'est ce qui plaît au plus à ce genre de touristes. On est en plein après-midi, et Nathan avec ses amis ont donc réservé leur billet plusieurs semaines en avance. Ils sont maintenant en bateau en train d'accoster sur cette île, et devant eux se dresse l'énorme volcan. C'est magnifique, c'est gigantesque, ça semble surréaliste, et armés de leur guide, ils vont comme ça suivre le chemin, cette randonnée qui va tout simplement leur permettre de pénétrer à l'intérieur du volcan, et vont se retrouver comme ça, comme dans une arène surréaliste, totalement géante, et continuer leur excursion avec à chaque fois un guide qui va leur expliquer, voilà, ça c'est tel type de roche, ça c'est tel type de fumée. Ils vont passer à côté de mini-lacs ou de flaques d'acide. Faut savoir que dans un volcan, il y a beaucoup de choses présentes là-bas. Et après leur heure et demie de randonnée, ils vont finalement se diriger à nouveau vers la sortie. Et pour ça, en fait, il va falloir marcher pendant vraiment plus d'une demi-heure, encore une fois, jusqu'aux abords de l'intérieur du volcan, traverser la montagne, et ensuite se diriger vers les côtes, monter sur un ponton et rentrer dans leur bateau. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont donc comme ça devoir rentrer à nouveau, rebrousser chemin. Ils vont croiser d'autres groupes qui, eux, vont cette fois-ci pénétrer dans le volcan, prendre leur place, parce qu'on évite d'avoir plusieurs groupes en même temps, ou trop de groupes en simultané, c'est pas évident sinon à pouvoir manager. Ils ont vraiment envie qu'il n'y ait pas d'accident, parce que l'air de rien, il y a quand même des endroits qui sont très chauds, on n'a pas envie que quelqu'un tombe ou se fasse éclabousser par quelque chose d'acide, ou respire une fumée toxique qui sortirait de quelque part, donc on essaie un maximum de garder ces gens en sécurité. Nathan, avec ses amis, il est en train de ressortir du cratère du volcan. En face de lui, à 250-300 mètres, il y a son bateau qui l'attend, un pas devant l'autre. Il est en train de regarder ses amis, il discute avec eux, il se dit c'était vraiment quand même phénoménal, on vient de vivre un truc de ouf, et tout d'un coup, alors qu'ils sont à peine à 100 mètres du bateau, il se passe rien du tout. Nathan et ses amis vont entrer dans le bateau, il n'y a aucun problème. Tout le long, il a vlogué et est trop content d'avoir ces images. Leur bateau, il va s'éloigner du volcan, ils sont maintenant à quelque chose comme 30-40 mètres de l'île, et d'un coup, il y a tout qui pète. En moins de 20 secondes, on passe d'un volcan et d'un ciel qui est totalement clean, totalement vide, à une explosion surréaliste, vraiment la fin des temps. Et c'est tellement violent en fait que les 21 personnes qui se trouvaient dans le volcan à ce moment-là, elles sont quasiment mortes instantanées en fait. Et vraiment elles ont explosé. Le groupe que Nathan et ses amis venaient de croiser, qui allait prendre leur place là où il y était vraiment 4 minutes avant de quitter le cratère du volcan, ils ont tous pété. D'ailleurs il y a des caméras qui sont gérées automatiquement et qui prennent des photos et des relevés, que ça soit thermique ou autre, toutes les minutes. Et on peut très bien voir sur l'archive de ces caméras qui surplombent le volcan, que passer d'une minute à une autre, c'est vide à ça va pas du tout en fait. On peut même y voir le groupe de personnes en plein milieu du cratère avant que tout pète. Parmi les 21 personnes qui sont présentes dans le volcan, il y en a 20 qui vont décéder d'un coup et une personne, une fille, qui va être rescapée. Rescapée en perdant ses mains, en perdant un peu ses jambes et puis surtout en étant brûlée sur l'intégralité de son corps, pas
un seul centimètre de son corps n'a été épargné par les jets d'acide, la fumée toxique et les brûlures. Mais alors comment ça a pu arriver alors que tout est monitoré à chaque fois? Même si on sait très bien que quand on dit 4 ou 5%, il y a toujours effectivement 4 ou 5% que ça arrive. Mais quand même, c'est assez problématique, c'est assez hallucinant. Et la vérité, c'est qu'il y a tout simplement eu une poche de gaz qui était impossible à détecter pour les géologues. Une poche de gaz qui s'est relâchée tout simplement sous l'île et qui a fait rentrer en éruption le volcan, mais vraiment en 40 secondes. Et ce genre d'éruption liée à une poche de gaz, elles sont encore plus vicieuses parce que la première chose qui sort du volcan, c'est des pressions extrêmement puissantes et qui projettent des rochers de la taille d'une voiture à la vitesse d'une balle de fusil en fait. Donc t'as pas beaucoup de chance de t'en sortir. Et c'est comme ça que Nathan s'est rendu compte que à 4 minutes près, il y avait plus de Nathan et plus ses amis non plus. Man, I'm shocked at how look. Oh, Jesus. Alors cette histoire, elle a toute une histoire inventée en fait. D'ailleurs, c'est normalement le genre d'histoire que je me prends même pas la peine de raconter. Juste tellement, c'est n'importe quoi en fait. Le souci, c'est que tout vient d'un rapport de police, qui a été signé et raconté par plusieurs policiers, un commissaire de police et plusieurs témoins. Là, ça craint. En 1992, en Espagne, on a un poste de police qui reçoit un coup de fil de la part d'un homme âgé, qui est paniqué et qui leur explique que lui et sa femme, dans leur appartement actuellement, ils sont en train, en pleine nuit, de se faire attaquer par des ombres. Normalement, ce genre de call, c'est complètement rejeté par la police, soit c'est un prank, soit c'est juste quelqu'un qui est complètement bourré. Mais là, ils disent quand même, bon, c'est une voix d'une personne âgée, peut-être que c'est juste quelqu'un qui a un peu perdu la tête, mais qui est vraiment en train de subir une effraction, qui se fait cambrioler, ou qui va même peut-être se faire séquestrer, donc on peut pas laisser passer ça. Du coup, il y a plusieurs policiers qui vont être appelés afin de pouvoir se rendre à cette adresse. La police arrive, elle va faire le tour de l'appartement et rien, pas d'effraction en fait. C'est-à-dire le type qui va leur ouvrir la porte, normal, personne n'a rien forcé, personne n'a rien volé, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, ils vont tous se rendre dans le salon et la police va demander aux Gutiérrez, ceux qui ont appelé, mais c'est quoi le problème en fait? À quel moment tu m'expliques que tu te fais attaquer par des ombres? Je veux dire, c'est bon, t'es un papy, les blagues c'est fini à ton âge. Elles vont commencer à entamer la discussion, leur histoire et ce qu'ils ont un peu subi dans la soirée. Mais il y a tout qui va se faire couper d'un seul coup, ils ont même pas le temps de réellement poser l'histoire, parce que de but en blanc, il y a un bruit énorme qui va d'un seul coup comme ça survenir dans le couloir à l'entrée de l'appartement, côté intérieur de l'appartement. Les 5 policiers qui sont présents, ils vont tous se retourner d'un coup, ils vont courir vers le couloir, voir ce qui se passe, parce que c'est vraiment un bruit mélangé entre comme une arme à feu et un mur qui est en train de se briser, de se casser, mais il y a rien en fait. Pourtant le bruit il était vraiment à 6 mètres derrière eux quoi. Mais il vient d'où le bruit? La police elle comprend pas, ils se regardent, ils se parlent, ils disent mais on est fou ou il y a vraiment eu quelque chose là. Et d'un seul coup, vraiment venant de nulle part, juste sur leur gauche comme ça dans le couloir, il y avait un genre de vaisselier avec un grand meuble massif en bois magnifique avec plusieurs compartiments, que ça soit des tiroirs sur le bas ou bien simplement des portes volets battantes sur le haut. Il y a une de ces portes qui va se fracasser, s'ouvrir, mais d'une puissance incroyable, et qui va comme ça s'ouvrir d'un seul coup super rapidement, super violemment, et passer à quelques centimètres, vraiment à 2 centimètres de la tête d'un des policiers. La puissance elle est tellement hallucinante qu'il y a même le volet en bois qui va s'exploser en fait, qui va sortir de ses gonds. Là c'est pas du tout normal en fait. Évidemment les policiers ils vont tous sursauter, ils vont pas comprendre, ils vont commencer à examiner le meuble, ils vont examiner l'armoire sur le côté, est-ce que c'est une blague? Est-ce qu'il y a des cordes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est planqué à l'intérieur? Même si c'est pas logique, mais pourquoi pas, un animal, je sais pas. Rien du tout. Là, l'ambiance est en train d'être posée. C'est tellement bizarre qu'il y a 3 des policiers sur 5 qui vont leur dire, écoutez, c'est bizarre. Nous, on va vous attendre en bas, de toute façon, vous n'avez pas besoin qu'on reste là. Donc il y a le commissaire et un des policiers qui va rester là, et puis les 3 autres vont attendre à la sortie du bâtiment dehors. S'allumer une clope, et respirer un coup et discuter tout ça. Les officiers qui vont rester à l'intérieur de l'appart, bon, ils vont retourner parler aux Gutiérrez dans le salon, et vont leur dire, bon là, on veut des explications, c'est quoi ce délire en fait? Et c'est là que monsieur Gutiérez, il va leur raconter une histoire qui est plutôt sombre. De but en blanc déjà, il va leur dire, écoutez, en fait, depuis tout à l'heure, ce que vous voyez, c'est notre fille qui est décédée il y a quelques années, qui hante notre appartement. Et là, ça devient invivable. Leur fille, Stéphania, elle était dans une école catholique, et comme dans toutes les écoles catholiques, elle se faisait chier. Moi-même, j'ai connu ça quand j'étais jeune. Je vous assure que déjà à l'école, on se fait chier, mais alors dans les écoles catho, c'est pire. Du coup, avec ses copines, un après-midi, pendant leur pause, une récréation, une heure de perme, peu importe, elles ont tout simplement décidé de s'amuser à faire une petite séance de Ouija, planquée dans un des sous-sols, une des caves de cette
belle et grande et ancienne école catholique. Et donc ensemble, comme ça, elles vont poser un verre sur une table de Ouija et essayer de communiquer avec un esprit. Bon déjà, c'est pas un truc à faire à l'école, mais alors dans une école catholique, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est niette en fait, c'est non, c'est mort. Elles vont très rapidement d'ailleurs se faire gauler par une des surveillantes qui est une bonne sœur, une nonne, et qui va pas être contente du tout. Le ton va monter très vite, ça va partir en sgeg, il y a des gifles qui vont être mises, et puis sous la panique, sous l'effet de mouvement, les engueulades, il y a la table de Ouija qui va tomber par terre et le verre qui va se briser. Et là, toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, que ça soit la bonne sœur ou même les copines de leur fille qui jouaient avec elles promettent, elles assurent qu'à ce moment-là, il y a comme une fumée ou une poudre sombre qui est sortie du verre alors que le verre était complètement vide à la base et qui a été respiré par leur fille Estefania. Et depuis ce jour, tout est parti en sucette dans sa vie en fait. Très rapidement, Estefania, elle commençait à faire des terreurs nocturnes, des crises de panique, elle n'arrivait plus à dormir, elle avait peur tout le temps, elle avait peur du noir, elle avait peur de sa chambre, elle avait peur d'être toute seule, même à l'école ou dans la rue, et elle commençait à tomber malade. Mais vraiment à tomber malade, comme quelqu'un qui est en train de partir en phase terminale d'une maladie incurable en fait. Évidemment, ses parents, ils vont l'amener voir des tonnes de docteurs, l'hôpital, ils vont faire des tests sur elle, il n'y a personne qui trouve rien. Du coup, Estefania, elle reste à la maison, alitée, elle va plus à l'école, et elle va chaque jour de plus en plus mal, jusqu'à finalement s'éteindre dans son lit, quoi, vraiment... terminé. Et depuis ce jour, vraiment 2 jours après le décès de leur fille, les Gutiérrez expliquent que leur maison, leur appartement est devenu hanté et que c'est un délire pas possible depuis. Ils entendent des cris, des choses qui grattent contre les murs, des choses qui tapent contre les murs, des trucs bouger, des trucs se casser. Et là, ce soir, ils étaient persuadés qu'il y avait des ombres dans leur appartement. Ils les ont vus de leurs propres yeux, des ombres qui se déplaçaient, que ça soit au plafond, que ça soit au sol, au mur, et qui essayaient de les attaquer, de vraiment les étrangler et les terminer. Au moment où les Gutiérrez sont en train de raconter cette histoire, d'un seul coup, il y a un cri strident qui est entendu de la part de tout le monde dans le salon et qui provient de la chambre de leur fille qui est décédée quelques années plus tôt. Vraiment un cri de fille, tout simplement, et des bruits comme si quelqu'un tapait à la porte de la chambre pour essayer de sortir. Évidemment, il y a tout le monde qui sursaute, vraiment le sang glacé, ils se regardent, ils sont paniqués, mais après ce qu'il vient de nous raconter, le type, il est en train de se dérouler ça, le cri s'arrête pas en plus. Alors ça crie pas à l'aide ou quoi que ce soit, mais c'est juste quelqu'un qui est en train de s'arracher les tripes et de crier de toutes ses forces. Ça provient d'une chambre qui est normalement vide, sachant que la police, quand elle a fait un tour de l'appartement avant pour voir s'il y avait eu un cambriolage, la chambre n'avait aucun souci, il y avait vraiment personne dedans. Et là, la porte est fermée, quelqu'un essaie de taper à la porte, quelqu'un essaie de crier. Bon, la police va se lever, ainsi que le père, le Gutiérrez, ils vont tous les trois se diriger vers la porte, ils vont l'ouvrir comme ça, pistolet en main, et la chambre est vide. La chambre est vide, mais le cri, il est toujours là en fait. Il y a vraiment un cri qui provient, ils n'arrivent pas à savoir d'où, ils ne le voient pas juste, ils l'entendent, mais il y a vraiment comme quelqu'un d'invisible au milieu de cette pièce qui est en train de crier de toutes ses forces, et des tonnes de bruit comme si des gens tapaient contre les murs, contre la porte, contre le plafond. Et là, il n'y a aucune explication à donner en fait. Au-dessus du lit, à la base, normalement, il y a un crucifix qui est posé. Bon, là, il s'est fait envoler, il est par terre au milieu de la pièce. Et à la place, tout autour du lit, sur le mur, contre la boiserie du lit, il y a des griffes, des marques de griffure, des marques de choc, chose qui n'était pas là avant non plus quand la police elle a fait son tour en fait. Ils vont se regarder droit dans les yeux, les flics, le père, il y a toujours ce cri strident qui est là, ils ont vraiment le palpitant, ils ont peur, et vont se dire non mais on se casse d'ici en fait, c'est pas possible, on va se casser d'ici. À ce moment-là, il y a un bruit qui va surgir sur leur droite, le commissaire de police il va tourner la tête, il va voir que c'est une photo qui était dans un cadre, qui est tombée par terre. Il va la ramasser et va voir que le cadre est totalement intact. C'était une photo à la base de Estefania, la fille qui malheureusement est décédée quelques années plus tôt. Le cadre est intact, mais l'intérieur de la photo, le visage est brûlé en fait. Le visage sur la photo est complètement cramé. Bon là, il n'y a plus personne qui a envie de rester dans cet appartement. Donc ils vont tous les 4 partir. Ils vont se retrouver à l'extérieur sur le trottoir. La police, elle va regarder les Gutiérrez et leur dire écoutez, nous on est policiers, là, on peut rien faire pour vous. Moi-même, je comprends pas ce que je suis en train de vivre, mais juste, il faut déménager tout de suite. Je sais pas ce que je peux dire de plus de cette histoire. Les policiers vont tous en parler entre eux sur le chemin du retour. Dans le commissariat, ils vont rendre leur rapport, sachant qu'il y a le commissaire de police qui était présent sur place en plus. Lui-même, il va signer de ses mains tout ce qu'il a vu et tout ce que je viens de vous raconter. Les Gutiérrez, eux, ils vont très rapidement déménager de l'appartement et vont expliquer qu'après, ils ont plus jamais eu de problème. Vraiment plus de problème lié à ça. Et les policiers traumatisés à vie en fait. Le rapport officiel de la police, il était rendu public, donc c'est pas une histoire trouvée d'internet comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est documenté, et que l'histoire ou non qu'ils aient vécu les policiers soit réelle ou pas, en tout cas il y a réellement plusieurs policiers dont un commissaire qui ont
écrit noir sur blanc tout ce que je viens de vous raconter. 1992, c'est pas si vieux que ça, donc on n'est pas non plus sur des idées un peu aberrantes, bizarres du XVIe siècle, et ce qui en ferait l'histoire documentée la plus récente de comportements et événements paranormaux. Alors d'habitude je raconte pas ce genre d'histoire, je suis d'accord, mais j'avoue que celle-ci elle m'a un peu intrigué. Si vous avez vraiment aimé en tout cas, sachez qu'il y a une adaptation en film qui a été faite de cette histoire, qui s'appelle Véronica, c'est un film d'horreur, qui est même, il me semble, présent sur Netflix, et je l'ai vu, bon il fait quand même un peu flipper, et il y a quand même quelques endroits où voilà, on est surpris. Donc si vous kiffez les films d'horreur et que vous avez envie de voir un film littéralement inspiré et écrit de A à Z par rapport à cette histoire, je vous en prie, allez le voir. En 2016, 4 amis vont louer un petit chalet en Russie, dans un petit village collé à une forêt. Et le plan, c'est, une fois la nuit passée ensemble à l'intérieur, de se lever, de s'enfoncer dans la forêt, en suivant les chemins de randonnée à travers la forêt puis ensuite la montagne, pour se retrouver tout en haut du magnifique massif montagneux qui se trouve en face d'eux, et qui s'étend comme ça à perte de vue. On est le 27 mars, et le plan se déroule plutôt comme prévu. Les amis sont en voiture, arrivent au chalet, déposent leurs affaires, allument un feu avec le poêle à chauffer, vont se faire à graille, et puis ensuite, il est l'heure de s'endormir, parce que le lendemain, on va partir tôt. Mais depuis le début, sans qu'aucun d'entre eux ne le sache, quelque chose les observait dans l'obscurité et n'attendait qu'un seul truc, que quelqu'un ouvre la porte. Mais avant que je continue cette histoire qui est 100% réelle, comme toutes les histoires que je raconte sur cette chaîne, je t'invite à laisser un like, t'abonner, à activer la cloche, c'est quand même relativement important. Déjà, pour comprendre le décor de l'histoire, il faut comprendre de quoi on parle. Colin Madsen, un garçon à qui tout réussit dans la vie, va grandir dans une famille américaine plutôt riche. Il a toujours été attiré par la nature, les endroits encore intouchés, intacts de toute civilisation, et va très rapidement évidemment s'intéresser à la Sibérie. La Sibérie, c'est 60% du territoire russe, et un endroit tellement extrême à y vivre que niveau population, disons que tu peux parcourir plusieurs milliers de kilomètres sans croiser personne en fait. Colin, depuis chez lui aux États-Unis, il accroche vraiment avec cet endroit, avec la culture sibérienne, la culture russe, jusqu'à décider de diriger toutes ses études vers là, jusqu'à même devenir bilingue russe. Puis à ses 22 ans, il va carrément quitter sa famille, quitter les États-Unis pour aller s'installer et continuer ses études supérieures en Sibérie, en Russie. On peut le dire, pour le coup, il était plutôt déterminé. Il va s'installer dans une des rares villes qui est peuplée quand même en Sibérie, qui s'appelle Irkutsk. Irkutsk. What the fuck? Irkutsk. Ah, Irkutsk, c'est pas facile à dire. Au sud-est de la Sibérie. Sa vie, elle se passe plutôt calmement. En semaine, il va à l'école, il se fait des amis, et dès qu'il a du temps, que ce soit un après-midi ou le week-end, il en profite pour partir à la découverte de la Sibérie sauvage. Et plus le temps il va passer, et plus il va se lier d'amitié avec de nouvelles personnes, qui eux aussi ils aiment ça, et vont donc l'accompagner de plus en plus dans ces excursions comme ça, un peu extrascolaires, où il va se promener dans la Sibérie sauvage, des plaines, des forêts, toujours aux alentours de la ville où il habite, et vraiment il vit sa meilleure vie. Mais Colin maintenant, ça fait des années qu'il fait ça, et ça commence un peu à l'ennuyer. Il a déjà tout fait, il a déjà vu tous les environs, vraiment il connaît par cœur la forêt, malgré qu'elle soit immense, il a vraiment déjà beaucoup visité autour de chez lui, un petit peu les récifs montagneux, qu'il décide de faire quelque chose d'assez incroyable. Il va s'inscrire comme volontaire dans un des organismes présents sur place, pour pouvoir s'aventurer dans l'inconnu total, et faire partie de ceux qui marquent des nouveaux territoires. Des territoires encore jamais visités ou correctement cartographiés, que ce soit en termes de faune ou de flore. En 2016, Colin et 3 amis à lui, avec qui il a l'habitude de partir en vadrouille à droite à gauche, 2 Russes et un Américain, décident de partir ensemble en trek pour atteindre le sommet de Love Peak, une montagne gigantesque à quelques heures de là où il habite, et beaucoup plus proche d'un petit village pour le coup qui s'appelle Arshan. Faut savoir que là on est sur une vraie aventure, même si le chemin est balisé, c'est vraiment très différent de ce qu'il fait d'habitude aux alentours de chez lui. Mais pas de panique, parce que tous les 4, ils l'ont déjà fait en fait. C'est pas la première fois que chacun d'entre eux va monter au sommet de Love Peak, mais on parle quand même d'une excursion extrême, où même la sortie la plus simple, pour laquelle t'as l'habitude, peut s'avérer dangereusement mortelle. Alors eux ils sont pas bêtes, ils vont se préparer comme si c'était leur première fois. Ils vont aussi louer un petit chalet, proche du départ, à la lisière de la forêt, dans le village de Arshan. Et c'est comme ça que tous les 4, le 27 mars, ils vont démarrer leur road trip ensemble. Ils vont rouler plusieurs heures, arriver au chalet ensemble, déposer leurs affaires, allumer un feu, manger un bout, discuter, rigoler. Vraiment, ils sont un peu exaltés, ils ont hâte de pouvoir, le lendemain matin, démarrer cette excursion et arriver au sommet de Love Peak, même s'ils l'ont déjà fait. Le chalet, pour le coup, il est pas très cosy, c'est assez sommaire, les toilettes en plus, ils sont à l'extérieur. Mais bon, il y a des lits, il y a un toit, il y a des murs, c'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, elle commence à faire
faire nuit, donc il est temps de se mettre au lit. Puisque le plan, c'est de démarrer pile à 7h du matin l'excursion. Donc ils ont décidé de se lever 2 heures plus tôt pour avoir le temps de faire un check-up complet, que personne n'oublie rien au chalet et qu'il soit totalement équipé. Et là, il est déjà 2h du matin, donc ça fait plus que 3 heures de sommeil. C'est une mauvaise idée de rester debout plus longtemps. Donc les lumières s'éteignent. Et 3 heures plus tard, à 5h du matin, quand les lumières s'allument, tout de suite, il y a un problème. Il y a un problème parce que Colin, il est pas dans son lit en fait. D'ailleurs, Colin, il est pas, non seulement pas dans son lit, mais il est pas dans le chalet. Bon, au début, ça va pas trop les inquiéter, puisqu'il est peut-être tout simplement sorti pisser un coup, prendre l'air. Bon, vu la température à l'extérieur, dans 2 minutes, il est rentré quoi. Le problème, c'est que là, les minutes passent, les heures passent, il est maintenant 7h du matin, et Colin, il est toujours pas rentré. Entre-temps, eux, ils ont déjà un peu paniqué, hein, donc ils sont sortis, ils ont fait plusieurs fois le tour du chalet, ils ont appelé plusieurs fois son nom, ils ont vérifié dans la voiture. Colin, il est nulle part. Ils vont finir par laisser un mot sur la porte, où il va être écrit « Colin, on te cherche partout, nous, on va aller voir la police, donc si toi t'es rentré et que tout va bien, préviens les voisins, préviens des gens, fais un truc, appelle-nous, mais nous, là, on panique en fait. » Et une fois qu'ils vont placarder ce mot sur la porte, ils vont directement se diriger vers le poste de police le plus proche, qui est basé directement dans le village d'Arshan. La police, elle va prendre ça très au sérieux et elle va rapidement mettre en place une battue générale. Beaucoup de gens vont rejoindre les recherches et tout le monde va se mettre à rechercher Colin, que ça soit aux alentours du chalet, puis en étendant de plus en plus la zone, la forêt, jusqu'à une bonne partie du sentier qui mène tout droit au sommet de Love Peak. Mais rien à faire, il est introuvable. 8 jours plus tard, un groupe qui fait partie de ces recherches, puisque ça fait bien une bonne semaine maintenant que les gens sont à recherche et ils n'ont toujours pas abandonné l'idée de le retrouver, on a un groupe de recherche qui, au loin, voit un peu comme un endroit où il y a moins d'arbres, un endroit qui est un peu plus éclairci, et au sol, quelque chose de bizarre, des couleurs qui sont pas forcément naturelles. Ça fait pas très végétation, quoi. Ils vont se rapprocher de l'endroit, et vont y trouver Colin, décédé allongé sur le dos. Alors il y a plusieurs trucs qui sont bizarres, parce que déjà il est allongé sur le dos, avec les bras de chaque côté qui sont étirés, un peu comme s'il était en croix, et les poings serrés, fermés de toute leur force. Sur chaque poignet, il a des traces comme de cordes ou de liens, quelque chose qui l'aura empêché de bouger en fait. Et il a la même chose au cou, avec des coupures sur les mains et des coupures au cou. Plus intriguant encore, au niveau des habits, il a simplement un t-shirt long polaire au niveau du haut, un pantalon qui est déchiré à quelques endroits, et une paire de bottes de chaussures de marche, qui elles aussi sont un peu déchirées, sans chaussettes. Alors on pourrait croire qu'en fait on s'en fout qu'il ait pas de chaussettes, que voilà, il les avait enfilées en viteuf pour aller pisser ou quoi que ce soit, mais Colin, jamais de sa vie depuis plusieurs années, va mettre des chaussures sans chaussettes. Faut savoir que quelques années auparavant, il a subi une double opération à chaque cheville, et que depuis, à cause de ses cicatrices, il a toujours dit que vraiment c'est dead de chez dead, c'est mort pour lui. Mettre des chaussures sans chaussettes, c'est impossible, c'est invivable. Le frottement, ça lui procure une sensation ultra désagréable, ça lui fait même mal, et donc c'est impossible que Colin mette des chaussures sans chaussettes. Pourtant là, il en porte pas. La police va être sur place, les médecins légistes, il va y avoir 2 choses qui vont être dites très rapidement. Pour eux, Colin, il a physiquement été en contact avec un ou des humains qui l'ont empêché de bouger et qui l'ont probablement terminé. Et surtout, que c'est très récent. Très récent, genre, ça fait pas une semaine qu'il est décédé en fait. Même avec le froid, normalement il y a quand même la prédation, il y a quand même des animaux qui s'en seraient occupés depuis. Non, là, ça a l'air vraiment récent quand même. Donc pendant toute la semaine où tout le monde le cherchait, normalement il était encore en vie. Évidemment, la police, elle va directement suspecter ses amis. Ils vont être amenés au poste, on va leur poser des tonnes de questions, ils vont expliquer que non, ils ont vraiment rien à voir avec ça, mais la police va pas lâcher l'affaire, et va même les faire passer au détecteur de mensonges. Ça va pas donner grand chose, mais en même temps ça donne jamais grand chose ce genre de truc. Et puis l'affaire, elle va pas forcément aller plus loin en fait. Les pistes sur les amis, elles mènent à rien du tout, et il y a pas d'autres preuves qui s'ajoutent au dossier, donc la police, elle en conclut que peut-être juste il s'était drogué ou il avait bu un coup de trop, il est sorti dehors pour prendre l'air ou pisser, et en fait il s'est perdu et il est mort de froid. Mais les parents de Colin aux États-Unis, ils refusent catégoriquement qu'elle se clôture de cette façon. Pour eux, c'est faux. C'est pas possible. Leur fils, ça fait des années qu'il habite là-bas, que lui-même tout seul, il se perd jamais, il est tout le temps en vadrouille en Sibérie à droite à gauche, c'est vraiment un survivor, y a pas moyen qu'il soit mort de cette façon en fait. Parce que c'est pas un alcoolique, parce que c'est pas un drogué, et parce que... à quel moment il va mourir de froid alors qu'il a l'habitude de faire ça depuis si longtemps? Ils sont tellement pas d'accord qu'ils vont engager à leurs frais un laboratoire américain basé aux États-Unis pour passer en revue de A à Z, décortiquer entièrement les rapports d'analyse d'autopsie de Russie et tous les résultats qu'ils ont pu avoir au niveau des prises de sang, de prises de corps, pour en avoir le cœur net. Et très rapidement, ça va se révéler totalement erroné en fait. Ce qu'ils avaient eu
de la Russie. Déjà, aucune trace de drogue ou d'alcool, donc c'est mort. Il a pas bu un coup, il s'est pas drogué, il s'est pas perdu parce qu'il était dans un état second. Non, son esprit allait parfaitement bien. Deuxième chose, c'est totalement impossible que la cause du décès, ce soit l'hypothermie, qu'ils soient morts de froid, puisque d'après eux, c'est sûr et certain, le laboratoire, il le voit noir sur blanc, que Colin est décédé d'asphyxie en fait. Il a été soit strangulé, soit on a appuyé très fort sur sa cage thoracique pour pas qu'il puisse respirer, mais en tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a empêché Colin de respirer. C'est pas le froid qui l'a tué. Et le dernier point, le pire de tous peut-être, c'est que Colin, il était encore en vie, probablement 2 heures, maximum 3 heures, avant qu'il soit retrouvé en fait. Vraiment 2h30, 3 heures avant qu'on retrouve Colin, il était encore en vie, alors que les gens le cherchaient depuis 8 jours. Faut savoir qu'à ce jour, l'affaire est clôturée et on n'a aucune idée de ce qui s'est réellement passé et de comment est décédé Colin Madsen en fait. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est l'hypothèse la plus probable, que ça soit du côté américain ou même certaines personnes du côté russe qui ont un petit peu parlé puis ensuite sont très vite tues, va savoir pourquoi. C'est que Colin en pleine nuit, et il est sorti soit pour pisser, soit pour prendre l'air ou fumer une clope, peu importe, et que soit quelqu'un à ce moment-là l'ait enlevé et ensuite l'a séquestré, l'a mis de côté puis ensuite l'a buté et l'a posé là où on l'a trouvé dans la forêt, soit un proche qui l'a leurré pour l'attirer, et ensuite le maintenir captif et pareil, terminer l'histoire comme elle s'est terminée quoi. Qu'importe l'hypothèse, de toute façon, l'affaire est clôturée, elle sera jamais réouverte. La Russie elle a pas envie de rouvrir cette histoire, et les parents de Colin, eux, ils continuent à se battre, ils essayent de connaître la vérité, mais probablement qu'ils auront jamais de réponse en fait. Et ça, c'est une catastrophe. De pas pouvoir terminer le deuil de leur fils, parce qu'en fait, sa mort c'est un mystère total. On est en 2019 dans le Texas à Houston, et Austin emménage avec sa famille, et la jeune vingtaine, la première chose qu'il a besoin de faire, c'est de trouver du travail. Alors comme partout ailleurs, aux États-Unis c'est pas si évident que ça, du coup il va se rabattre sur quelque chose que la plupart des gens ne sont pas forcément au premier abord chauds de faire. Il va postuler pour travailler dans une station-service, et à des horaires assez particulières, celle de nuit, donc plutôt du 20h, 5h du matin. On est en début d'année, et au Texas c'est vraiment la période où il va se mettre à pleuvoir un maximum, il flotte tout le temps, la saison un petit peu des tornades ailleurs, des ouragans, et là en l'occurrence à Houston, ça va être une inondation massive de toute la ville où il habite. Alors lui il est plutôt content au final parce qu'il est en train de se dire bon bah c'est cool, j'aurais pas besoin d'aller bosser ce soir. Les routes sont totalement inondées et même s'il habite à 10 minutes de la station-service, il habite un peu plus haut comme ça sur l'avenue, vas-y forcément ça, il y a tout qui est fermé, et en plus il y a une panne de courant totale. Les 3/4 de la ville n'ont plus du tout d'électricité, plus aucune lumière qui fonctionne, ni les lampadaires sur la route, c'est improbable qu'il ait besoin de travailler. Et pourtant, à 19h il va recevoir un coup de fil de sa manageuse qui va lui dire n'oublie pas tu dois aller bosser aujourd'hui. Alors Austin lui il comprend pas, avec comment ça je dois bosser aujourd'hui, il y a pas d'électricité, il y a pas de voiture non plus, enfin tout est inondé, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller bosser aujourd'hui? Et sa manageuse va lui expliquer que justement comme il y a plus aucune électricité, comme il y a plus personne sur les routes, la police, les pompiers, tout le monde est débordé, ils ont besoin que quelqu'un aille dans la station-service, ferme à clé et fasse le guet en fait, pour pas que des gens en profitent pour rentrer, tout casser et tout piller. Bon, il a vraiment le seum, mais c'est comme ça. C'est son contrat de travail, de toute façon, il était censé travailler aujourd'hui. Au final, ça sera peut-être un peu moins chiant qu'une journée de travail lambda. Au final, il va arriver devant la station-service, ouvrir la station, rentrer, refermer, poser son cul sur un siège et puis vraiment juste attendre en fait. Mettre un film sur sa tablette, son téléphone, juste que le temps passe. Mais une fois à l'intérieur de la station-service, au bout de quelques heures, il commence à se faire chier en fait. Vraiment faire chier. Et ça, c'est un problème qu'il aurait pas du tout eu s'il était abonné à cette chaîne YouTube. C'est d'ailleurs ce que tu vas faire dès maintenant, et ensuite laisser ton meilleur commentaire et activer la cloche. Mais notre pauvre Sin, il connaissait pas la chaîne de Théo Malini. Du coup à la place, il se dit bon, il y a un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est des lives ou des vlogs. Je vois tout le temps ces youtubeurs, ces streamers sur Twitch, ça a l'air cool en fait. Je m'essaierais bien l'exercice, pourquoi pas faire une vidéo où je raconte un peu ce qui se passe, et après je la mettrai sur les réseaux sociaux. Et pendant plus d'une heure, comme ça, alors que tout est éteint autour de lui, il y a vraiment personne qui va se rendre à cette station de service. Aucun éclairage, les routes totalement inondées. Faut savoir que même les routes aux alentours de cette station-service, il y a parfois des carcasses de voitures qui ont été laissées là abandonnées par des gens qui se sont même pas rendus compte à quel point à certains endroits il y avait beaucoup de profondeur avec l'eau. Des personnes qui se sont retrouvées coincées dans leur voiture et qui ont dû tout simplement les laisser là. Donc on a un peu cette ambiance très sombre et plutôt flippante au final, de carcasses de voitures à moitié dans l'eau, aucun éclairage, lui-même il est à l'intérieur de ces stations-service et il n'y a pas un bruit. La seule chose qui tourne dans ce magasin à ce moment-là, c'est les frigos qui sont dans le fond presque l'arrière-boutique et qui eux sont alimentés par un générateur d'urgence afin de ne pas perdre tout ce qui est congelé et tout ce qui est maintenu au frais. Ça va bien faire plus d'une heure qu'il est là en train de faire son petit vlog, il va raconter sa vie, il va expliquer
expliquer que c'est vraiment la tempête à l'extérieur, que des voitures sont dans la flotte à moitié inondées, plus aucune lumière, que c'est assez flippant. Puis ensuite il va parler de sport, il va parler de films, de séries. Il se rend pas compte comme ça, mais au final, c'est pas un vlog qu'il est en train de faire, mais un long métrage quoi. Et puis tout d'un coup, vraiment venu de nulle part, sachant qu'il n'y a qu'une seule entrée, c'est celle qui se trouve devant lui, un bruit, un claquement super fort qui va venir de derrière dans son dos. Austin là, il va se ficher d'un seul coup, il va pas comprendre. Vas-y, attendez, comment ça? Dans sa tête, il essaye de trouver une explication, mais il fait face en fait à la porte d'entrée. Et le magasin, la station-service, le magasin qui se trouve derrière lui dans son dos, est totalement plongé dans le noir. Mais de toute façon, il n'y a pas de porte en fait, il n'y a pas de porte de sortie d'urgence, de porte d'entrée, Non, il n'y a rien du tout. C'est des rayons vides, et puis ensuite, les frigos et les congélateurs. Le bruit ensuite, il va continuer une seconde fois, puis il va finir par être vraiment terrifiant, puisqu'on va vraiment entendre comme quelque chose qui se déplace autour d'Austin, et qui frappe comme ça contre un mur ou contre une des vitres des frigos qui sont dans le fond. À ce stade, Austin, c'est bon, il en a marre. C'est mort de chez mort. Il va se lever, se précipiter en courant à la porte, ouvrir, refermer derrière lui, et une fois à l'extérieur, se réfugier dans sa voiture qui était garée sur le parking. Quelques heures vont passer, et puis ensuite, il y a sa manageuse, à la fin de lui, son shift, qui va arriver, il va voir sa manageuse arriver en voiture, se garer et se diriger vers la station-service qui est encore une fois totalement plongée dans le noir. Il va lui-même être le contact, appuyer encore une fois sur son klaxon pour qu'elle se retourne, lui dire de venir. Elle comprend pas trop, elle va se diriger dans la voiture avec lui, elle va faire mais Austin qu'est-ce que tu fous? Toi t'es dans la voiture et t'es pas dans la station comme je t'ai demandé en fait. T'es censé faire le guet, t'es censé un petit peu enlever de l'esprit aux gens qu'ils peuvent venir se servir comme ils veulent. Et Austin il dit non, écoute-moi bien, il y a un truc qui est pas normal. J'étais dedans pendant plusieurs heures et puis c'est mis à avoir des bruits vraiment flippants à l'intérieur en fait. C'est des bruits qui viennent d'où? Je comprends pas, moi j'ai pas du tout aimé, j'ai préféré me réfugier ici. Et puis il voit que sa manageuse elle a un autre ton sur le visage, elle est un peu figée et elle réagit pas. Mais lui il est vraiment pris dans cette histoire, il fait je suis en train de faire un vlog, j'ai pris une vidéo, je peux te montrer. Et il va lui montrer sur son téléphone ce qu'il vient de vivre en fait. La manageuse elle est pas choquée. Il lui comprend, il fait mais tu comprends ce que je te montre ou pas? Et elle va lui répondre bah écoute Austin, il y a d'autres employés aussi qui m'ont dit ça en fait. Il y a quelques semaines que des fois la nuit ils entendent des bruits, des trucs qui claquent, des trucs qui tombent. Il y en a certains qui ont pu avoir le courage d'aller voir ce qui se passait puisque c'était pas dans cette situation de blackout total où il n'y a plus aucune lumière. Ils ont jamais rien trouvé. Et la dernière personne qui a entendu ça c'est elle. Elle-même elle était assise, elle a entendu ces bruits, elle a entendu ces claquements comme si quelque chose courait. Elle a été voir en se disant que c'était peut-être un animal qui était bloqué quelque part ou un truc, une souris, peu importe, même si c'est improbable qu'une souris puisse faire ce genre de bruit. Puis elle aussi, elle a rien trouvé. Bah Austin, du coup, il a décidé 2 semaines plus tard d'arrêter de bosser là-bas. Il y aura jamais aucune explication. It is pouring. All day it's been pouring in front of his You hear that? Screw all that noise. All right, that was freaking creepy. And I know I wasn't just hearing because that happened twice. En 2008, Vince Lee au Canada va laisser un mot dans la cuisine pour sa femme où il va y écrire « Ne me retrouve plus jamais. Bye ». Il va ensuite prendre un premier bus pour se diriger vers une sorte de gare routière où on va y retrouver notamment plutôt des longs courriers. Des bus qui vont faire de très longs trajets, certains même qui vont traverser entièrement le territoire, et là on parle de trajets qui peuvent durer jusqu'à 25 heures. À cette gare routière, Vince il va rester d'abord une première soirée, même nuit, tout seul, assis, comme ça, par terre. Il va voir les bus défiler devant lui, les gens défiler devant lui, il va parler à personne, et va attendre, vraiment, sans que rien ne se passe pour lui. Le soleil va finir par se lever, et encore une fois, va rester, planté là, sans parler à personne, avec des lunettes de soleil sur le visage, sans rien faire, sans boire, sans manger. Puis ensuite vient de nouveau la nuit, et notre cher Vince, il va rentrer dans l'un de ses bus, l'un de ses longs courriers.
Alors pour le coup, celui-là, c'est vraiment un long trajet puisque c'est censé être 22 heures assis dans ce bus. Évidemment, ce genre de trajet, c'est pas du one shot, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même des escales, des arrêts pour que les gens puissent se dégrossir les jambes, pisser un coup, même si dans ce type de bus-là en particulier, il y a quand même des toilettes, mais aussi pouvoir fumer une clope ou s'acheter un sandwich. Et c'est d'ailleurs l'heure à notre bus de faire sa première escale, il y a tout le monde qui va sortir du bus, les gens sont assez contents, prendre l'air, manger un bout, vont un petit peu discuter entre eux, ils vont finalement par tous remonter, et le trajet va continuer sans aucun problème jusque-là. 3 heures plus tard, le bus va nous faire un nouvel arrêt. Une nouvelle fois, toutes les personnes dans le bus vont descendre pour se dégourdir les jambes, boire un coup, vont finir par remonter. Mais cette fois-ci, Vince Lee va pas retourner à son siège. Parce que jusqu'à maintenant, ça faisait 6 ou 7 heures qu'ils étaient dans le bus, et depuis le début, Vince, il est tout devant, le premier siège, à côté de la portière, et il parle à personne, il bouge pas, mais la seule chose qu'il y avait devant lui, c'était vraiment le pare-brise du véhicule. Mais cette fois-ci, Vince va se diriger vers l'arrière du bus. Et quand je dis l'arrière du bus, c'est vraiment l'avant-dernière rangée, où il y a pratiquement personne en fait. D'ailleurs, cette dernière rangée de bus, il y a qu'une seule personne qui est, c'est un homme. Cette personne, c'est Tim McLean, et c'est un type qui, une fois toutes les 2 semaines, descend au Canada, travailler, et puis une fois qu'il est vraiment rincé, il va prendre ce bus pour pouvoir rentrer chez lui ensuite. Et en l'occurrence, c'est ce qui est en train de se dérouler, il est en train de rentrer chez lui, vraiment évincé, mais complètement crevé de ces derniers jours de travail qu'il a pu faire, où il travaille dans un cirque, et il porte des choses lourdes, il débranche des choses, et vraiment c'est de la manutention pas du tout drôle quoi. Vince quant à lui, il vient de s'asseoir à l'avant-dernière rangée, mais encore une fois pas de soucis, pas de problème, même si c'est un peu bizarre de passer de devant à l'arrière du bus, écoute pourquoi pas. Faut savoir qu'à cette avant-dernière rangée, il y a quand même quelqu'un qui est juste à côté de Vince, c'est un jeune homme, la vingtaine, qui est en train de lire un livre, et lui aussi qui fait chier personne. Puis au bout d'1 ou 2 heures, Vince Lee va commencer à faire un truc bizarre. Il va se mettre à comme trembler, lever les yeux en l'air, mais ça ressemble pas vraiment à une crise d'épilepsie ou une crise de panique, non. C'est plus léger, c'est plus subtil. Puis il va se mettre à chuchoter des mots en chinois, comme s'il récitait une prière ou une incantation en fait. Le jeune homme à côté qui lit son livre, il va jeter 2-3 coups d'œil, il va dire, lui il est vraiment perché, vite que je lise encore quelques pages et puis je m'endors. Sauf qu'il va jamais vraiment avoir l'occasion de s'endormir en fait. Puisqu'il va voir Vince à côté de lui se lever, se mettre sur ses genoux pour pouvoir se tourner et faire face à la dernière rangée, là où Tim McLean, il était en train de s'endormir, les écouteurs dans les oreilles, vraiment parce qu'il était foutu de sa semaine. Et puis vraiment sorti de nulle part, Vince il va sortir un couteau de chasse et il va commencer à taper Tim McLean qui était en train de dormir derrière et qui avait vraiment rien demandé à personne. Tim McLean lui-même qui va être réveillé par ce qui est en train de lui arriver, qui va se mettre à crier, à appeler à l'aide, mais le bus entier il va très vite comprendre ce qui se passe parce que de toute façon la couleur des vitres, du sol, des sièges, les cris, tout le monde comprend ce qui est en train de se dérouler en fait là. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un mouvement de panique énorme et l'intégralité des passagers dans le bus vont commencer à se mettre à crier au chauffeur pour lui expliquer ce qui se passe et se ruer vers l'avant du bus pour se sauver le plus rapidement possible. En plein milieu de la route de la voie rapide, le chauffeur de bus, il va taper un frein à main, il va s'arrêter, ouvrir les portières pour que tout le monde puisse se sauver. Mais dites-vous bien que pendant tout ce moment, pendant tout ce temps-là, Vince Lee ne s'est pas une seule fois, comme un robot, arrêté de frapper avec son couteau de chasse. Tous les passagers sont maintenant sortis, il reste plus que le jeune homme qui était à l'arrière et le chauffeur de bus. Ils sont aussi à l'extérieur du bus, mais ils ont quand même un pied sur les marches, ils se regardent droit dans les yeux, ils ont pas besoin de communiquer, mais ils se rendent bien compte que tous les deux, ils sont en train de se poser la question, mais est-ce qu'on pourrait pas sauver le dernier qui est au fond? Ok, il a peut-être pris genre 20 coups de couteau, mais c'est possible, non, quand même. Donc ils vont décider de remonter dans le bus, de sortir leur tête sur le côté des sièges depuis l'entrée pour voir ce qui se passe, et en fait, Tim, il a plus de tête, il en a plus du tout, quoi. Parce qu'elle est dans la main de Vince Lee, qui est en train de les regarder, avec toujours son couteau de chasse dans la main, et qui se met à courir vers eux. Alors sous le coup de l'adrénaline, et parce qu'il a vraiment pas perdu son sang-froid, on a le chauffeur qui va lancer une procédure d'urgence pour que le volant se bloque et que les portes du bus se ferment et ne puissent plus se rouvrir, et vont comme ça, le chauffeur et le dernier passager qui était dans ces marches d'entrée, réussir à s'extirper du bus avant que Vince ait réussi à mettre la main dessus. Il va s'énerver, il va essayer d'ouvrir les portes de toutes ses forces, essayer de donner des coups de couteau à travers, mais rien à faire, il est enfermé dans ce bus. Et c'est pas fini en fait. Depuis tout ce temps, les passagers à l'extérieur, évidemment, ils ont pas attendu pour appeler la police. Et la police est maintenant bientôt sur le point d'arriver. Mais les passagers, le chauffeur, ils sont obligés d'être témoins de ce qui se déroule, parce que là, on est dans la nuit la plus totale, en bord de route, et le bus, lui, il possède de grandes vitres tout autour du véhicule, avec les lumières à l'intérieur allumées. Donc Vince Lee, il est à l'intérieur, un peu comme sur une estrade, comme s'il allait pouvoir
pouvoir donner une conférence, comme s'il allait pouvoir jouer une pièce de théâtre. Et c'est une pièce de théâtre plutôt macabre en fait, qui va se mettre à jouer parce que il va commencer à entièrement découper Tim en fait. Je vais vous passer les détails parce qu'on n'est pas sur ce genre de chaîne, mais dites-vous bien que on aurait pu le faire entrer dans une poche, dans plusieurs poches différentes, des poches de jeans. La police, elle va enfin arriver, ils vont avoir plus d'explications sur la situation qui est en train de se dérouler. Les policiers vont se retourner vers le bus, regarder ce qui se passe. Évidemment, la moitié des vitres sont déjà recouvertes de la couleur rouge et Vince Lee, il est en train de taper son meilleur petit déjeuner, quoi. Vous voyez bien où je veux en venir. Vince est en train de manger, mais pas des céréales. Il est temps maintenant pour la police de faire quelque chose, sachant que déjà, dans tous les passagers qui sont présents, il y a la moitié qui se mettent à vomir par terre, l'autre moitié elle est tombée dans les pommes, des gens qui font des malaises, qui sont cognés la tête par terre. La police décide de rentrer dans le bus, ils vont rentrer à 3-4, et la première personne en tête de colonne de la police qui est en train de pénétrer dans ce bus va recevoir comme accueil la tête de Tim sur lui en fait. C'est-à-dire que Vince, pour pas que la police s'approche de lui, commence à jeter des morceaux pour repousser la police. Ça c'est plutôt traumatisant, je pense bien. Après plusieurs minutes qui vont sembler être quand même atrocement longues, la police va réussir à le taser une dizaine de fois pour qu'il soit complètement calmé, le mettre sous menottes et puis ensuite évidemment l'emmener au commissariat de police. Au final, Vince Lee n'ira jamais en prison, pas parce qu'il est décédé ou qu'il a eu une maladie ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait il a plaidé la folie avec ses avocats et le tribunal a accepté. Du coup Vince Lee a eu l'obligation d'aller dans un hôpital psychiatrique pendant 6 ans et puis ensuite il a été relâché. Actuellement, au moment où je vous parle, Vince Lee est relâché et vit comme un homme libre. Il a le droit de pouvoir changer gratuitement d'identité pour pas que son passé le suive partout et il a un casier judiciaire vide en fait. Enfin, disons qu'il a aucune peine de prison dans son casier judiciaire, c'est pas un ancien prisonnier. Il a jamais fait de prison. Donc quand il postule pour un nouveau travail, l'employeur en a aucune idée en fait. Alors évidemment, cette nouvelle-là, ça a semblé complètement dérisoire pour les personnes qui étaient présentes et les personnes impliquées, mais il n'y a rien à faire en fait, hein. Malgré les appels, malgré les demandes, Vince Lee actuellement est sous traitement antipsychotique et vit une vie normale, paisible. Quant au premier policier de la colonne qui lui s'est mangé des morceaux sur le visage et partout pour être repoussé, il a subi un syndrome post-traumatique tellement puissant qu'il a mis fin à ses jours malheureusement. Cette histoire n'a aucun sens, du début à la fin. Mais alors pourquoi Vince Lee a fait ça? Eh bien parce que d'après lui, Dieu lui a parlé quand il était assis dans ce bus. Dieu lui a parlé et lui a dit que la personne derrière lui, Tim McLean, était un alien qui avait pris possession du corps d'un humain et qu'il fallait à tout prix qu'il s'en débarrasse pour pouvoir sauver l'humanité tout entière. Bref, c'était l'histoire du bus au Canada 1173. On est au Mexique dans les années 60, dans la Sierra Madre, qui est principalement une chaîne de montagnes entourée de plein de petits villages. Alors on parle d'un endroit quand même qui est assez coupé du monde, et même les villages entre eux sont plutôt éloignés. Il faut parfois plusieurs dizaines de kilomètres à pied évidemment, parce que dans les endroits comme ça, souvent en voiture c'est compliqué, pour pouvoir rejoindre un village d'un autre village. En début de soirée, Sébastien Guerrero, 14 ans, qui vit dans l'un de ces villages justement, se fait chier comme à son habitude, parce que voilà, il n'y a pas grand chose à faire, et donc va profiter d'un des seuls passe-temps dont il a accès ou là où il habite, se balader, explorer des endroits, marcher dans la montagne, marcher dans la forêt, traverser des rivières, voilà, c'est vraiment paumé comme coin. Mais ce soir-là, pour la première fois, va se rendre à un endroit qui est pourtant, d'après toutes les personnes habitant dans les environs, un lieu terriblement hanté. Il est jeune, forcément, il entend parler d'un lieu hanté depuis qu'il est gosse, il se retrouve plus ou moins à côté de l'endroit, en se baladant, il a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas et si c'est réellement hanté ou pas. En vérité, il faut savoir que cet endroit est dit comme un peu mystique depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais ça fait quelques mois que pour le coup là on dit vraiment qu'il est hanté, que les esprits sont de nouveau extrêmement actifs. Cet endroit en question c'est une cave, et Sébastien Guerrero, il va se mettre à crapahuter puisqu'il peut la voir comme ça en levant la tête et à quelques mètres, quelques dizaines de mètres vers le haut, donc il va monter ses sentiers, il va s'accrocher, c'est assez facile d'accès au final, et c'est proche d'un village, très très proche d'un village. Il est enfin à l'entrée de cette grotte. À ce moment-là, il est pas certain de s'il a envie de rentrer ou non, il fait extrêmement sombre, et c'était en début de soirée qu'il a commencé sa balade, donc là il fait complètement nuit dehors. Au moment où il réfléchit, où il décide que finalement c'est peut-être une idée de merde, il entend des rires au fond de la grotte. Les rires sont distincts, il y a des dizaines de personnes qui ont l'air de faire la teuf dans cette grotte. Ça serait débile de sa part de louper une fête, surtout s'il y a des gens qui boivent de l'alcool, s'il y a peut-être des filles, bref. Il va courir à l'intérieur de cette grotte pour aller s'amuser avec tout le monde. Puisque évidemment, les rires,
Les cris qu'il entend, c'est clairement de la joie, de la bonne humeur, des gens qui passent un super moment. Il fait très sombre dans cette cave, et va quand même s'avancer, trouver de quelle manière suivre les bruits qu'il entend, sachant que c'est facile à comprendre, hein, parce qu'il n'y a pas un milliard de chemins ou c'est pas non plus un labyrinthe. Il va enfin arriver dans cette genre de pièce, de crevasse principale, là où il semblerait que tout le monde soit en train de faire la fête. Et pourtant, ce qu'il va voir ce soir-là, ça va choquer le Mexique tout entier jusqu'à maintenant en 2022. Ce à quoi il est en train d'assister, ce qui est littéralement en train d'arriver sous ses yeux, va le terroriser. Il va être pris de panique. La première chose qu'il va faire, évidemment, c'est se barrer le plus vite possible de cette grotte. Non pas pour aller chez lui, mais pour courir au poste de police le plus près, parce que c'est le seul endroit actuellement où il va se sentir en sécurité après avoir vu ce qu'il a vu. Dites-vous bien qu'on est paumé en pleine nuit dans les steppes ou les montagnes mexicaines. Que là, il va courir Sébastien Guerrero pendant plus d'1h30 pour atteindre le premier poste de police qui, en plus de ça, n'est pas forcément un poste de police qui donne confiance. Mais on fait avec ce qu'on a à ce moment-là. Il va rentrer en trombe comme ça dans le commissariat. Il va crier, hurler de toutes ses forces pour que vraiment les policiers dans le coin, que ça soit au comptoir, que ça soit assis ou en marchant à côté, lui prêtent directement de l'attention et il va leur crier « J'ai besoin que vous veniez avec moi, je viens de trouver des vampires. Je viens de faire face à des vampires et clairement, ils vont tous nous tuer. » La police évidemment va se mettre à exploser de rire, à lui expliquer que c'est pas à cette heure-ci qu'on est censé faire des vannes, des blagues à la police et qu'il faut rentrer tout de suite à la maison parce qu'il est tard là. Et Sébastien, il lâche pas l'affaire. Sébastien, il leur dit « Vous venez avec moi, je viens vraiment de voir des vrais vampires, ils sont extrêmement dangereux, ils vont tuer tout le monde. S'il vous plaît, venez avec moi, il faut à tout prix aller les tuer en fait. » Une fois qu'il aura vraiment cassé les couilles à tout le monde au poste de police pendant plus de 20 minutes, une demi-heure, finalement il va être ramené chez lui, et escorté par la police. On va dire là tu te calmes, tu te mets dans ton lit, t'arrêtes la drogue si c'est le cas, ou juste mange moins de sucre en fait. Arrête de parler de vampires comme ça. Et Sébastien il lâche pas l'affaire et là, mais je vous dis que vers Yerba Buena, il y a une cave. Elle est remplie de vampires, il faut y aller maintenant. La police, elle va regarder ses parents droit dans les yeux, elle va leur dire « Bon, je sais pas ce qui se passe avec lui, peut-être que juste il est complètement débile, mais qu'il arrête de nous casser les couilles. » Et Sébastien, dans son lit, va tant bien que mal essayer de fermer les yeux pour s'endormir alors qu'il a que cette image en tête, une horde de vampires dans cette cave. On est le lendemain, aux premières lueurs du soleil, qu'est-ce qui va se passer? Sébastien Guerrero va de nouveau s'enfuir, entre guillemets, de chez lui, partir sans même dire au revoir à ses parents, pour se rendre au poste de police. Une fois au poste de police, il va casser la tête, une fois de plus, à tous les policiers, à tout le monde, en leur disant « Cette grotte est remplie de vampires. Venez avec moi, il faut faire quelque chose. Cette grotte est remplie de vampires, cette grotte est remplie de vampires. » Il y a un flic qui est là, en train de terminer son café, il en a marre. Ça fait 2 jours de suite qu'il entend cette histoire de la part de Sébastien. Il lui dit « Bon écoute, monte dans la voiture, tu vas montrer ces vampires, on va bien rigoler une bonne fois pour toutes, et ensuite, je te redéposerai de nouveau chez toi, je me rappelle où c'est, et comme ça, c'est basta, c'est terminé. » Les autres policiers vont se moquer de leurs collègues en disant « Mais tu vas vraiment perdre une demi-heure de ta vie là, à faire un aller-retour pour lui montrer que les vampires ça n'existe pas. » Puis lui il est comme ça, il dit bon de toute façon c'est un trou paumé, il y a rien à faire. C'est bon, je fais l'aller-retour, tranquille. Hasta luego. Plusieurs heures vont passer et c'est l'heure de bouffer. Entre eux, les policiers, en général, ils ont l'habitude de se prendre un sandwich ensemble, de s'asseoir sur une table devant le commissariat et de casser la croûte, quoi. Et quand ils sont tous en train de se rassembler, ils se rendent compte que Luis Martinez, leur collègue qui est parti à la chasse aux vampires, il est pas revenu en fait. Et là, ça fait bien 4 heures qu'il est parti à la chasse aux vampires. C'est pas normal. C'est pas normal parce que l'endroit, il est censé tout juste prendre 20 minutes en voiture, aller, 20 minutes retour. Les policiers vont appeler leur collègue Martin Luis et pas de réponse. Des appels en talkie, des appels en radio, toujours pas de réponse. Là, c'est flippant. Du coup, l'intégralité de ce petit commissariat de police, qui représente quelques policiers à appel au final, va se rendre à l'adresse du garçon, parce qu'il l'avait amené la veille au soir, directement discuter avec ses parents et leur dire voilà, écoutez, votre fils il est venu parler à nos confrères, ils sont partis ensemble à la chasse aux vampires, ça fait des heures, presque 5 heures maintenant, qu'il n'y a plus aucune nouvelle. Donc, est-ce qu'il serait là? Est-ce que votre fils est revenu, qu'on puisse lui parler? On veut des nouvelles en fait. Mais en fait, les parents de Sébastien Guerrero, depuis la veille, ils n'avaient même pas capté que leur fils y était parti en fait. Ils se sont simplement dit, bon, comme d'habitude, il s'est levé avant nous, il a mangé 2 bananes et puis il est parti se balader. Là, ça craint vraiment pour la police. Parce qu'avoir un officier disparu, c'est craignos. Ils vont donc faire appel à l'armée, il y a une caserne pas loin qui est stationnée. Ils vont avoir le droit à 2 ou 3 véhicules avec des soldats de l'armée pour partir à la recherche de leur officier perdu. La dernière information qu'ils avaient, c'était Yerba Buena, un petit village, et apparemment, la caverne
caverne serait pas loin. Et c'est comme ça que les policiers ainsi que les soldats vont se diriger vers ce village pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et ça va vraiment partir en sucette totale à partir de là. Mais pour comprendre comment on est arrivé là, il faut revenir presque un an plus tôt. On a deux frères, Santos et Cayetano, qui sont des escrocs en fait, tout simplement. Ils ont l'habitude un petit peu d'arnaquer à droite à gauche, de faire des petits coups. Mais cette fois-là, ils se sont dit, écoute, il faut faire le plus gros casse de notre vie. Il faut vraiment que la prochaine arnaque qu'on monte, elle termine tout le monde. Qu'on puisse rapporter un max de blé et qu'on soit ensuite tranquille jusque le reste de notre vie. Ils vont donc décider de s'incruster dans un de ces villages de cette chaîne montagneuse au Mexique où tout le monde est un peu isolé. Vraiment cibler un village où il y a un maximum de personnes complètement teubées. Faut savoir que c'est un pays où à la base déjà à cette époque les gens étaient très peu éduqués, mais en plus isolés comme il était à ce moment-là, on avait vraiment des personnes qui étaient mais plus que crédules. On va s'incruster dans un de ces villages et on va leur faire croire avec des petits tours de passe-passe, un petit coup de magie par-ci, un petit coup de magie par-là, leur faire croire qu'on est des envoyés de Dieu, d'un Dieu Inca, et qu'on est là pour les rendre riches et prospères. Et une fois que tout le monde nous mangera dans la main, que tout le monde sera persuadé qu'on est des envoyés de Dieu, on leur prend tout ce qu'on peut et on se casse. Et le plus délirant dans cette histoire, mes amis, c'est que ça a fonctionné. Mais vraiment du premier coup en fait. Ça a juste fonctionné. Au début c'était même très facile, mais à un moment donné, les villageois commençaient à avoir des soupçons. Des soupçons parce que voilà, les deux frères, ils s'étaient installés dans le village comme messie, comme envoyés de Dieu. Mais bon, ils prenaient beaucoup, ils mangeaient beaucoup à l'œil, ils couchaient à droite à gauche, gratuitement, parce que bien sûr tout le monde leur faisait confiance, donc il suffisait qu'ils se rendent dans une famille, ils toquaient à la porte, ils disaient bon, on va coucher avec votre fille ce soir, bon bah les parents leur donnaient leur fille quoi, vraiment, c'était 100% passé crème. Mais évidemment après plusieurs semaines où il ne faut que prendre et rien donner, ça commence à sentir un peu mauvais. Du coup les deux frères ils ont nouveau une idée. Et c'est comme ça que Magdalena Solis et son frère vont rejoindre l'escroquerie. Magdalena Solis c'est une prostituée qui est dans un village voisin que les deux frères avaient déjà croisé une fois, et ils savent que voilà, elle est plutôt bien foutue, elle a la tchatche, elle parle plutôt bien, donc ils vont se rapprocher d'elle et ils vont lui dire écoute, au lieu de faire le tapin comme ça et de gagner des centimes par-ci par-là, est-ce que ça te plairait d'être une déesse Inca? Et c'est comme ça qu'une après-midi, les deux frères vont rassembler l'entièreté du village, les amener dans cette grotte qui avait déjà comme un passé un peu mystique. Ils vont tous les rassembler dans cette grotte dans laquelle au préalable ils avaient préparé des petits tours de passe-passe et avec quelques incantations, un petit peu de paillettes, un petit peu de fumée, du feu, vont faire apparaître sous les yeux ébahis du village Magdalena Solis, qui sera elle à ce moment précis complètement cosplay, complètement déguisée en déesse Inca. Et pour mettre pour le coup avec dans la grotte tous les villageois présents, tout le monde d'accord, en face d'eux là, ils ont vraiment une divinité Inca, une véritable réincarnation. Le truc qui était moins prévu par contre par les deux frères, c'est quand Magdalena Solis a vu un village entier devant elle se prosterner, la traitant comme une véritable déesse. Et il a fallu apparemment moins d'une heure pour que dans sa tête, elle s'auto-persuade d'être une véritable déesse. Là par contre ça craint. Ça craint parce que parmi toutes les religions possibles sur cette jolie terre dans laquelle on habite, la religion Inca c'est pas la plus sympathique en fait. Et donc pour bien coller avec le folklore Inca, sachant que de toute façon elle est persuadée maintenant d'être une véritable déesse, elle va sélectionner tous les mois un villageois qu'ils vont sacrifier et manger ensemble dans cette grotte mystique. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, le village entier s'est lui-même persuadé que c'est une véritable incarnation d'une déesse Inca, que tout le monde va suivre et boire les paroles qu'elle va leur dire. C'est-à-dire que même si du jour au lendemain elle se rapproche d'une famille, elle pointe du doigt le fils à un père ou une mère, elle leur dit on le mange ce soir, il y a personne qui va s'y opposer, même la famille. Et puis une personne par mois c'est très rapidement pas suffisant, donc ça va être une personne par semaine. Et même parfois une personne par jour. Et là on parle vraiment de sacrifice à l'ancienne, accroché à un poteau, un pic, un calice magique, ça boit du sang, ça écorche vivant, c'est voilà, c'est pas du tout fun à vivre, ni à mater à mon avis. Et en vérité, le truc incroyable qui s'est déroulé un an plus tard, Sébastien Guerrero, c'était pas des gens qui faisaient la fête qu'il avait entendu, mais un sacrifice humain. Ce que lui, il avait pris pour des vampires, c'était en fait Magdalena Solis et tous ses disciples qui étaient en train de boire le sang d'une personne qui était encore accrochée et vivante sur un poteau. Et quand l'armée et la police, un an plus tard donc, va se rendre à ce village pour essayer d'en savoir plus sur ce qui est devenu leur copain Martin Luis et Sébastien Guerrero, ils vont être super mal reçus en fait. Parce qu'évidemment, le village lui-même s'attendait à avoir des emmerdes. Et pourquoi le village s'attendait à avoir des emmerdes? Parce qu'en fait, la veille, le dernier sacrifice qu'ils avaient fait, c'était celui d'un policier et d'un enfant, Sébastien et Martin. Le village va se barricader à l'entrée de cette grotte, ça va être un échange terrifiant avec beaucoup de personnes qui vont sombrer, qui vont décéder, pour qu'à la fin, il reste quasiment plus de villageois vivants, ou très peu, combatifs en tout cas, et
Les arrestations vont commencer. Tout le monde va se faire arrêter, mais personne va témoigner contre Magdalena Solis, parce que même après tout ça, ils sont encore tous persuadés que c'est une réincarnation de DS1K. En premier lieu, elle va prendre 50 ans de prison, puis certaines personnes en prison, des villageois, au bout de quelques mois, dans ces lieux affreux, ils vont craquer, vont peut-être se remettre en question aussi, et vont encore plus balancer de sacrifices liés à Magdalena, et à la fin, elle va se prendre une peine, évidemment, à vie. Et c'est comme ça que se termine cette terrifiante histoire des derniers vampires du Mexique, qui n'étaient pas vraiment des vampires au final, mais c'est quand même n'importe quoi. On est en 2013 et Cornelius Michael Anderson, c'est extrêmement difficile à prononcer, profite d'une vie vraiment paisible. Il a 33 ans, à la tête d'une compagnie de construction qu'il a lui-même créée en partant de rien, marié, 3 enfants, dont un qui est issu de sa femme qu'elle avait eu avant lui. Il fait du bénévolat, se rend à l'église chaque semaine, il implique à fond dans la communauté de son quartier et même gratuitement accepte d'être le coach sportif de l'équipe de football de l'école juste à côté et va investir de son propre argent pour un petit peu développer certaines infrastructures, notamment un parc pour que les enfants puissent jouer ou des toilettes publiques. À ce moment-là, vous pouvez demander à n'importe qui connaît Mike, vous dira que c'est vraiment une des meilleures personnes qu'ils ont croisées dans leur vie. C'est une très bonne personne sur qui on peut compter, très gentil. Mais Mike, il a un très grand secret qu'il espère que jamais personne ne découvrira en fait. En 99, quand Mike était plus jeune, il était très loin de la personne qu'il est maintenant. Et cette année-là, il va se faire arrêter par la police pour avoir braqué un Burger King avec un pistolet. Très rapidement, la sentence elle va tomber et il va écoper d'une peine de 13 ans de prison. 13 ans de prison ferme. Hein. Mais au lieu d'aller directement en prison, il va faire appel, va lancer toutes ses procédures pour essayer que la justice soit plus clémente avec lui. Malheureusement, ça va pas suffire. On est de nouveau une seconde fois au tribunal et le juge lui dit: désolé Mike, c'est 13 ans de prison pour toi. Donc Mike, il est debout comme ça au tribunal, il s'attend à être arrêté et mis en prison directement. Là, son avocat va le regarder et lui dire: écoute Mike, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce que t'as fait, c'est pas la pire des choses. T'es pas un tueur en série, t'es pas un cannibale, t'es pas un terroriste, donc tu vas pas aller en prison là maintenant. T'as quelques jours devant toi, les policiers ils sont occupés, ils ont pas que ça à faire. Hein. T'as quelques jours pour régler tes histoires, tes affaires, et d'ici une semaine ou deux, ça toquera chez toi ou tu recevras un courrier avant, et puis on te mettra en prison en fait. Et c'est comme ça que Mike va tant bien que mal, pendant ces prochains jours, essayer de vivre normalement, tout en sachant qu'il va finir en prison pour 13 ans en fait. Il n'arrive pas à dormir la première semaine et la deuxième semaine. Après, il commence à retrouver le sommeil au bout de la troisième et la quatrième en se demandant pourquoi la police elle vient pas en fait. Et il va se demander pourquoi la police elle vient pas pendant des mois, puis pendant des années en fait. Puis plus le temps passe, et plus Mike il se dit de toute façon, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Peut-être que les prisons sont pleines, et qu'ils vont vraiment venir me prendre dans longtemps, mais je peux pas me lamenter sur mon sort comme ça. Donc je vais continuer, je vais redémarrer ma vie. Puis il va comme ça décider de couper tous les ponts avec ses fréquentations liées au crime qu'il avait, déménager carrément et redémarrer une nouvelle vie. Évidemment, la justice, il va pas s'en cacher, c'est-à-dire qu'il va pas essayer de changer de nom ou quoi que ce soit, non, il est plus ou moins dans les mêmes environs en fait, il a pas changé d'état ou de pays, il habite à 20 km de là où il habitait avant. Mais la police vient toujours pas le chercher en fait, alors que lui, sa vie, elle a continué entre-temps quand même. Hein. Il a maintenant une femme, il a des enfants. Il a, comme on l'a dit, créé cette entreprise qui fonctionne extrêmement bien dans la construction. Est-ce qu'un jour, il ira en prison? Enfin, c'est fini en fait. Et puis un jour, dans une prison du comté, on a un gardien qui se dirige dans le couloir B du bâtiment 2 pour aller sortir de prison. Mike. Quoi? Ah bah c'est exactement ce que les gardiens s'est dit en fait. Parce qu'il n'y avait pas de Mike dans la cellule. Donc ils se sont dit merde, il s'est évadé de prison quand en fait lui. Puis ensuite ils se sont rendus compte en regardant les papiers de la prison qu'il est jamais rentré en prison. Le tribunal s'est gouré depuis le début. Ils avaient noté comme quoi dans leurs papiers Mike était déjà en prison. Alors qu'en fait fallait venir le chercher chez lui comme on lui avait dit. Du coup forcément première chose qui va se dérouler, la police qui va le plus rapidement possible retrouver Mike en quelques heures à peine, débarquer chez lui et l'arrêter pour qu'il aille en prison. Et Mike il est pas d'accord en fait. Parce que c'était il y a 13 ans qu'ils devaient aller en prison. Ils ont attendu l'intégralité de leur peine, 13 ans, pour venir le chercher. C'est éclaté comme histoire. Ça va faire énormément de bruit partout. Les médias, la télé, les gens vont faire un scandale pas possible devant le tribunal et devant la prison. Malgré ça, Mike, il va quand même être enfermé en prison. Il va y rester presque un an. Ça va être appel sur appel. À chaque fois, il tombe sur des juges qui refusent. Jusqu'au jour où il va enfin tomber sur un juge qui va voir cette histoire de plus près, qui va dire mais c'est ridicule en fait. C'est tant pis pour nous. De toute façon, il avait fait de mal à personne, il s'était fait arrêter comme un gland. Voilà, on a qu'à décider que la presque année qu'il a passé là en prison, ça couvre les 13 ans qu'il devait faire, et puis basta. Et c'est comme ça que Mike va être relâché. Sans aucune condition, sans aucun sursis.
en 1947 et Amelia Earhart prend l'avion depuis la Californie pour être la première femme au monde à faire le tour du monde en pilotant. Littéralement le tour de la planète à bord d'un avion. Elle est accompagnée d'un assistant et le départ il se déroule plutôt bien en fait. Mais c'est pas le cas de toute l'histoire. À chaque fois ils vont faire des pauses quand même à différents endroits sur la planète pour faire un plein de carburant et aussi prendre des vivres, histoire de pas crever de faim, de soif ou juste pouvoir pisser un coup. Il y a beaucoup de reportages sur qui est cette personne, pourquoi elle a voulu faire ça, etc. C'est super boring, super long, super chiant à chaque fois. Et moi je vais vous parler de l'histoire complètement incroyable et terrifiante qui lui est arrivée en fait. On est à un énième point de ravitaillement en Nouvelle-Guinée. Ils vont de nouveau redécoller avec leur avion et normalement ils sont censés quelques temps après de nouveau donner signe de vie, donc parler par-ci, parler par radio et indiquer leur position, préparer le prochain point de ravitaillement. Les jours ils se déroulent, ils passent et puis aucune nouvelle. Du coup évidemment c'était quand même un gros projet, c'était quelqu'un connu. Il va y avoir une équipe de sauvetage qui va se mettre en route pour essayer de les retrouver et potentiellement les sauver même. Ça va durer un peu plus de 2 semaines, mais malheureusement vraiment aucune trace de l'avion quoi. À ce stade ils sont tout simplement en train de se dire bordel ça fait chier mais probablement qu'ils sont dans l'océan et c'est fini foutu. Nada, l'histoire est close. 3 ans plus tard, on a un scientifique anglais à plus de 600 km de là où Amelia Earhart et son assistant ils devaient de nouveau atterrir à leur prochain point de ravitaillement. 600 km de là, un scientifique anglais perdu sur une île complètement abandonnée, déserte, l'île de Nikumaroro, il va comme ça tomber sur un squelette. On est à environ 40 mètres de la plage et là devant lui, il a un squelette qui gît au sol. Mais pas que, puisqu'apparemment il est juste à côté d'un genre de vestige de feu de camp, peut-être un camp là où quelqu'un s'était posé pour faire à manger, se réchauffer, peut-être monter une tente. Mais au milieu, il y a un squelette. Alors il manque quand même des os, etc. Ça a l'air un peu éclaté à droite à gauche. C'est entièrement quasiment le squelette d'une personne, quoi. Vu que l'île, elle est potentiellement, si on tire un peu les traits, sur la trajectoire de là où 3 ans plus tôt, Amelia, elle avait volé pour essayer d'atteindre son prochain point de ravitaillement, il y a des spéculations qui sont en train de se faire. Est-ce que ce serait pas elle qui serait crashée à côté de l'île avec son assistant? Et soit elle, soit son assistant a réussi à survivre, à nager jusqu'à cette île et malheureusement a péri ici en fait. Les os vont être récupérés, envoyés par analyse via 2 médecins légistes différents et le constat il est simple, c'est pas eux. C'est pas possible, c'est pas les mêmes mesures, c'est pas les mêmes tailles, bon c'est quelqu'un d'autre. Bon l'histoire une nouvelle fois elle va être clôturée parce qu'il y a rien d'autre à rajouter. Mais le destin fait que 70 ans plus tard, donc il y a pas si longtemps que ça, 70 piges plus tard, on a un anthropologiste qui lui il connaît cette histoire, il a toujours été intéressé par cette histoire, il arrive à mettre la main sur ces fameux ossements et il décide lui-même de refaire un examen. Et juste comme ça, à passer le temps, se plonger un peu la tête dans les bouquins, dans l'histoire, voilà, il est passionné. Et ce mec, il va se dire, non mais attendez, peut-être que c'est parce que maintenant on a des moyens extraordinaires comparé à avant, mais là c'est carrément possible que ça soit elle en fait. C'est plus que probable d'ailleurs. Évidemment avec ça, qu'est-ce qui va se passer? L'enquête, pour une 3e fois, va réouvrir. 70 ans plus tard. Financé, il me semble, à la fois dans le privé, à la fois un peu dans le public, va être mis en place, grosse équipe, pour essayer de retrouver s'il n'y a pas d'autres ossements et puis d'autres preuves qui pourraient prouver que c'est bien elle. L'équipage va s'avancer de plus en plus vers l'île, ils vont accoster, ils vont aller dessus, ils vont retrouver d'autres types d'ossements, ils vont de nouveau un peu retomber sur l'endroit où il y avait potentiellement eu un genre de feu de camp qui avait été mis en place, etc. Et là, ils vont tomber sur quelque chose d'assez incroyable. Un pot qui a plus de 70 ans, un pot de crème qui était utilisé à l'époque pour cacher les taches de rousseur des femmes. On est sur une crème mi-crème hydratante, mi-crème maquillante. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a beaucoup de femmes qui n'aimaient pas du tout avoir de taches de rousseur et donc qui s'appliquaient ce genre de crème pour cacher leurs taches de rousseur. Et devinez quoi? Amelia Earhart, non seulement elle avait des tonnes de taches de rousseur sur le visage, mais en plus de ça, elle détestait ces taches de rousseur. Elle était vraiment connue pour avoir tout le temps sur elle un pot de crème dans ce type pour toujours maquiller ses taches de rousseur et qu'on les voit et qu'elles ressortent moins en fait. Parce qu'elle n'aimait pas du tout ces taches de rousseur. Là, on est quasiment certain à ce stade, on se dit mais bordel, c'est vraiment elle en fait, non? Qu'est-ce qui lui est arrivé en fait? L'île elle est super petite, bon il y a quand même des arbres, machin, etc. Mais au niveau de la faune, il n'y a pas de grand animal en fait. Il n'y a aucun animal qui est assez énervé ou grand pour se jeter comme ça sur un être humain et le croquer et partir avec des morceaux à droite à gauche. C'est pas possible en fait. Donc qu'est-ce qui a pu lui arriver? Mais en fait sur cette île, il y en a quand même un d'animal qui est plutôt dangereux, qui est même plutôt très dangereux. Mais ça, il faut être présent sur l'île la nuit pour s'en rendre compte. L'équipe de sauvetage qui a donc passé plusieurs nuits là-bas sur l'île, ils se sont rendus compte que la nuit, sur l'île, il y avait des milliers de crabes de cocotier. Alors pour ceux qui ont aucune idée totale de ce qu'est un crabe de cocotier,
cocotiers, c'est ça en fait. Des crabes géants qui peuvent faire plus d'1 mètre d'une patte à l'autre et qui avec leurs pinces surpuissantes, ils peuvent sans forcer du tout ouvrir une noix de coco en fait. Crac, ça y est, c'est pété. Ils ont un odorat surdéveloppé, ils peuvent sentir la chair jusqu'à des kilomètres à la ronde et ils aiment bouffer littéralement tout. Donc on parle de coco, on parle de bananes, de fruits, mais tout ce qui est vivant aussi et qui a de la chair. Les singes, les oiseaux, les poissons et même les humains en fait. Ça mange littéralement tout ce qui est organique. Et en plus de ça, leur procédé de chasse, il est un peu dans le même délire que les piranhas. Il suffit qu'il y ait quelques gouttes de sang, tu sois ouverte, que tu aies une plaie quelque part, et ça y est, c'est trop tard. Ils l'ont déjà senti, et ils vont tous se ruer dessus, un peu comme un essaim de crabes comme ça. Ils vont tous sauter sur toi, ils vont faire un amas de crabes géants, et ils vont te déchiqueter en fait. Et c'est comme ça que beaucoup d'experts pensent dur comme fer, que malheureusement, c'est probablement ce qui est arrivé à la pilote. Quand ils se sont crashés juste à côté de l'île, l'assistant, il a dû tout simplement être terminé dans la flotte, comme ça, en restant dans l'avion. Elle a pu sortir de la carcasse, elle a nagé jusque sur l'île, elle a commencé à se faire un feu de camp, elle devait être ouverte à droite à gauche, ce qui évidemment, quand tu survis à un crash aérien, t'es pas non plus tout neuf. Et puis, dans un moment faible où elle devait soit essayer de dormir, soit même essayer de faire un feu pour être repérée, elle a dû littéralement se faire éclater par un essaim de centaines de crabes cocotiers. Bon, cette femme, elle reste quand même assez culte dans l'histoire de l'aviation. C'est pas la seule chose dont il faut se rappeler d'elle quand même, mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est une des pires morts, je pense, en fait. Manos, plus de 2 millions d'habitants, plus grande ville d'Amazonie, même capitale d'un des états du Brésil. C'est un endroit qui est connu principalement pour 2 choses. L'environnement autour, même l'endroit où elle se pose, c'est un des plus beaux sur la Terre. On parle quand même de l'Amazonie. Et puis aussi, c'est l'une des villes les plus dangereuses du monde en fait. On est d'ailleurs bien au-dessus du niveau des cartels au Mexique, où il faut faire attention à telle bande organisée ou tel endroit. Non, là, on est dans le danger de type... je veux plus jamais habiter là-bas en fait. Vraiment, c'est dangereux n'importe où. La violence, c'est le quotidien de tous les habitants de Manos. À tout moment dans la rue, tu bouscules la mauvaise personne ou tu parles mal à la mauvaise personne, ta vie s'arrête ici. T'auras pas d'aide nulle part en fait. Hein. C'est la fin pour toi. En 96, on a un policier de cette ville de Manos qui décide de lancer une émission de télévision pour justement dénoncer la violence de cette ville parce qu'il en a vraiment marre. Il explique que sans le crime organisé qu'il y a, les trafics de drogue et tout ce qui s'ensuit, ça pourrait être un endroit paradisiaque. Malheureusement, c'est un enfer. Et un peu à la sauce américaine, hein, on va y suivre les équipes de tournage qui seront dans la rue, émission de télé-choc comme ça, où on va suivre la police pendant leur journée de travail. Le policier qui lance l'émission, il s'appelle Wallace, et elle a littéralement aucune censure. Zéro. Les caméras, elles filment tout. Là, on parle vraiment de choses que même aux États-Unis, ça passerait jamais en fait. Gros plan de la victime, qu'importe ce qu'elle a subi, hein, malheureusement. Explication du crime, qui est la victime. Ensuite, il y a interview comme ça, à chaud, alors que la personne, elle est encore au sol. De la famille et des proches qui sont là, en pleurs, vraiment. On est sur de l'extrême choquant. Qu'importe l'âge ou le sexe, tout est montré. Bon d'ailleurs on est au Brésil et l'émission télé elle a genre vraiment aucun problème avec la loi, hein. On va dire autre pays, autre coutume, pour le coup aucun souci. Mais même d'ailleurs plus que ça, parce que ça va devenir très rapidement l'émission numéro 1 au Brésil, la plus regardée. C'est le rendez-vous télévision chaque jour quand l'émission elle passe, tout le Brésil est devant en fait. Ça va tellement devenir connu et regardé, l'émission va s'ouvrir en fait une hotline pour que les gens puissent appeler pour reporter des crimes. Les gens vont appeler l'émission télé avant même d'appeler la police ou les secours pour que les équipes de Wallace pour l'émission télé puissent arriver sur place et en faire une émission et filmer ce qui s'est passé, à quel point ça devient un délire en fait. Wallace évidemment, en tant que host de l'émission télé, celui qui l'a créé, ça devient une superstar. Tout le monde le reconnaît dans la rue, tout le monde veut une photo avec lui, les gens, il l'idolâtre. Le Brésil tout entier le connaît en fait. Alors imaginez à Manos, là où il fait son émission et là où il habite, c'est un bain de foule à chaque fois qu'il met le pied dehors. Mais plus son émission elle est regardée, et plus il a des envies encore plus grandes. Jusqu'à ce qu'il décide un jour, peut-être parce que c'est un ancien flic, d'utiliser sa popularité et la popularité de son émission pour non pas simplement reporter les crimes, mais aussi les combattre. Du coup, il va être de plus en plus violent dans son émission, au niveau de ses propos, jusqu'à carrément à chaque fois avoir un segment entier où il va être face caméra, il va insulter la police, il va insulter le gouvernement en expliquant que c'est leur faute si Manos se retrouve comme ça parce que personne ne fait rien. Qu'il faut que la police, que l'armée, que le gouvernement, ils fassent quelque chose parce que c'est de pire en pire. Il faut savoir que chaque jour, à chaque fois, il a des nouveaux crimes qui sont filmés et qui sont comme ça mis à l'antenne, et pourtant c'est même pas 1% de ce qui se déroule ne serait-ce que dans sa ville. Tous les jours, toutes les heures, il y a des gens qui sont butés en fait. C'est vraiment une des villes les plus dangereuses du monde. Sans effort, il va être élu à la tête d'un parti, puis parlementaire. Mais durant toutes ces années, même son ascension, il y a quand même une histoire qui le suit dans son ombre, qui le lâche pas. Et qui, à ce jour maintenant, va devenir l'épisode le plus connu de toute son émission. Cet épisode d'émission, il va commencer comme d'habitude, on va être avec l'équipe de Wallace, qui va être sur le terrain, sur place, avec un présentateur aussi présent dans le terrain, et qui va commencer un peu à se diriger vers un endroit où
où apparemment il y aurait eu un crime tout simplement. On les voit galérer à avancer comme ça en lisière de la forêt amazonienne, ils repoussent les feuilles comme ça, et ils s'enfoncent un peu dans la forêt, jusqu'à arriver sur une genre de, on pourrait dire de clairière, et on y voit au loin un homme qui est debout et qui regarde vers le sol. Il y a comme une roubine, une crevasse, un trou en fait. Le caméraman, l'équipe de tournage, ils vont se rapprocher de cet homme et du trou qui est devant lui, et ils vont y voir au fond quelqu'un complètement carbonisé en fait. Et ça a pas l'air de s'être passé il y a très longtemps puisque ça fume encore. Là on parle vraiment de thermostat maximum, rien à récupérer, hein, c'est un charbon en fait. Et puis pourtant, il va s'écouler quoi, 30-40 secondes, et comme d'habitude, le reporter, il commence son émission. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, c'est quelqu'un qui vient de se faire incendier, c'est un homme, il a tel âge, il habite à tel endroit. Là vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il n'y a aucun souci en fait. Pourquoi Parce qu'à ce stade, la police, elle est même pas au courant encore du crime. La police d'ailleurs n'est même pas arrivée. Comment le reporter, il est au courant de qui est la victime? Il n'y a rien à récupérer. Quel âge il a, où il habite, quoi? Ça fait pas mal de mouvements à l'époque, hein. Les gens, ils ont commencé à jaser bien sûr, c'est là, mais c'est bizarre, pourquoi cette émission, pourquoi ce reportage-là, cet épisode-là, vous étiez au courant de tout ce qui se passait alors que la police était même pas présente sur les lieux encore. Et voilà, c'est évidemment, il va même adresser un petit peu, durant un segment spécial de son émission, il va expliquer à la population, écoutez, on est tellement populaire que nous maintenant les crimes, on nous prévient avant même que la police soit prévenue. Et donc voilà, ils utilisaient de plus en plus en fait les appels qu'ils avaient en anonyme pour se diriger avant la police sur ce genre de crime et avoir les meilleures images. C'est pour ça que ces émissions étaient de plus en plus indécentes en fait. Donc l'histoire au final, elle va pas plus loin. Jusqu'en 2008. On est plusieurs années après et il y a un policier de Manos qui se fait arrêter parce qu'apparemment il aurait plusieurs gens en fait. Et quand on dit plusieurs gens, c'est au moins 9. Mais il y a quand même un truc qui est bizarre parce que le policier qui vient de se faire gauler alors qu'il se fait griller comme assassin quoi, il est tranquille, vraiment les chill, il y a aucun problème, aucune peur dans ses yeux, comme si il se sentait un peu intouchable. Comme s'il avait l'impression que quelqu'un de très haut placé allait claquer des doigts et puis il allait sortir de prison. Mais le souci c'est qu'en fait plusieurs mois passent et le mec il est toujours en prison. Et il se rend compte qu'il était abandonné. C'est des pépites qu'on lui a mis dans les yeux en fait, hein, des étoiles, mais on va le laisser moisir en prison. Du coup il va se mettre à parler. Il va avouer que ok d'accord, c'est un policier qui sur le côté il prend de l'argent parce que voilà, mais c'est pas parce que ces gens les aiment pas en fait, hein, c'est parce que il est payé pour ça. Et c'est toujours la même personne qui le paye. Wallace Souza, qui a lancé l'émission de télé la plus regardée au Brésil et qui la possède encore. Et la vérité, elle est assez ouf en fait. Wallace, il a vraiment démarré son émission de télé parce que il voulait combattre le crime dans sa ville parce qu'il en avait marre que ça soit pas un paradis comme il le souhaitait. Et plus il devenait populaire et plus il avait réellement cette intention, cette flamme en lui de combattre le crime en fait. Jusqu'à ce qu'il devienne super riche et qu'il se rende compte qu'il y avait des moyens de devenir encore plus riche, comme par exemple devenir un trafiquant. Et il a carrément créé son propre cartel, un des plus gros de Manos. Tout en étant parlementaire, tout en ayant son émission de télé, hein. On a tout qui est en place en même temps. Et un jour, il est au bord de sa piscine et il se dit « Attends, j'ai un business où plus je monte des crimes spectaculaires et plus je fais de bif. Et un autre business où moins j'ai de compétiteurs et plus j'ai de bif. Pourquoi juste en fait, j'éliminerai pas tous mes compétiteurs, comme ça au niveau du trafic, je fais plus d'argent. Et puis à chaque fois que j'en élimine un, ben j'envoie mon équipe de tournage à les filmer, comme ça mon émission elle fait plus d'argent aussi. C'est tout bénef en fait, une pierre deux coups. Et c'est ce qu'il a fait pendant des mois, pendant même des années en fait. On n'a pas le chiffre exact de combien d'émissions du coup ont présenté des crimes que lui-même avait au final commandité. Il avait balancé, a pas tenu longtemps non plus, hein. Il a été carrément brûlé en prison. Et c'est comme ça que se termine l'histoire de Wallace Souza, parlementaire brésilien, superstar d'émissions de télé, ex-policier. On est en 2013 et la mère de Jim, elle décède d'une maladie d'Alzheimer. Bon, c'est une maladie assez reconnue maintenant, hein, c'est une dégénérescence du cerveau où petit à petit, la personne va perdre l'usage, que ça soit de sa mémoire, même parfois de choses beaucoup plus profondes comme la motricité. L'hôpital, quand sa grand-mère va décéder, ils vont lui expliquer à Jim que vraiment c'est la première fois qu'ils peuvent assister à un cas autant avancé de la maladie. Il n'y a encore jamais aucun cerveau qui a pu leur être proposé comme ça sous IRM, qui était autant bouffé par Alzheimer. Du coup, il lui demande si oui ou non il accepte que son corps, à sa grand-mère, soit utilisé pour la science. Jim, il y réfléchit pas très longtemps parce qu'il sait que sa grand-mère, elle a toujours voulu faire du bien autour d'elle, c'était une femme qui voulait toujours aider, donc il se dit, elle aurait sûrement accepté. Alors il accepte, on va lui proposer quelques papiers à signer, et en quelques heures à peine, le corps de sa grand-mère va tout simplement être donné offert pour la science. Et donc il lui explique qu'il va pas y avoir de trucs incroyables sur elle, simplement une extraction de cerveau, et puis voilà, des études appropriées, et essayer de faire avancer la médecine pour pouvoir soigner cette maladie. Mais Jim, ça va faire 3-4 heures qu'il est rentré chez lui, et reçoit un coup de fil de l'appel qui lui explique qu'en fait, bon, il y a des problèmes au niveau des papiers, au niveau des droits, finalement il n'a pas réellement droit de cette façon-là d'offrir le corps de sa grand-mère, bref, ça pose problème au niveau de l'État, donc
qui vont lui expliquer que malheureusement c'est pas possible. Va falloir l'enterrer ou la crémailler ou peu importe. Son corps va pas pouvoir être donné à la science avec l'hôpital. Mais Jim, ça lui est pas mal bouffé le cerveau cette histoire. Il est en train de se dire non mais c'est une bonne idée en fait. Je pense que ma mère elle aurait vraiment voulu ça. Du coup de lui-même il va aller sur internet, il va chercher comme ça les propositions qu'il peut avoir et quelle solution est là pour offrir le corps de sa grand-mère avec ce cerveau qui est autant atteint de la maladie d'Alzheimer et à qui il peut offrir son corps pour la science. Et il va tomber sur un laboratoire qui est pas très loin de chez lui, à 1h30 à peu près dans son état. Et non seulement c'est un laboratoire qui est extrêmement réputé, il est affilié à l'état lui-même, mais en plus de ça il est payé, c'est-à-dire qu'il va recevoir de la thune pour faire ce joli geste qui est d'offrir le corps de sa grand-mère à la science. Il va aller sur place et va voir que c'est vraiment un grand laboratoire, que pour le coup il y a pas mal de personnel, tout est sérieux, des gardes, enfin vraiment c'est quelque chose de solide. Il va se mettre à parler avec les personnes au comptoir, ça va très vite à se passer et puis au final il va signer les papiers pour pouvoir donner le corps de sa grand-mère enfin à la science. Une fois de plus, ils lui disent la même chose, qu'il y a que le cerveau qui les intéresse, donc de toute façon ce qui va se passer c'est qu'on va ouvrir la boîte, ensuite on va sortir le cervelet, on va un petit peu analyser tout ça, essayer de faire des études et des projets approfondis là-dessus, et puis le corps de sa grand-mère, soit il est enterré, soit il est crémaillé, enfin c'est lui qui décide. Il a pas envie de se prendre la tête avec tout ça, en plus ça coûte extrêmement cher, et là on est aux États-Unis donc pour le coup ça coûte vraiment très très cher, donc il part sur la méthode la moins chère et la plus rapide, la plus expéditive, c'est à la fin de tout brûler, de récupérer les cendres tout simplement dans une boîte ou une jarre ou peu importe, et comme ça il pourra la garder chez lui. Bon, le temps il va passer, ça va presque faire 2 semaines, on est à 13 ou 14 jours environ, et un matin, comme ça sonne à sa porte, c'est le livreur, et il reçoit quoi chez lui? Les cendres de sa grand-mère. Bon, ensuite la vie prend son cours, notre ami Jim, voilà, il fait sa life, il y a pas de problème, et puis un an après, littéralement un an après, il y a quelqu'un qui toque à sa porte. Jim va ouvrir, et devant lui, plusieurs agents du FBI. Pour le coup il est choqué, parce qu'il a vraiment rien à se reprocher, il comprend pas ce qui lui arrive. Mais pourquoi il y a le FBI qui toque à ma porte? Le FBI s'il vous plaît. Et l'histoire en fait, elle est complètement what the fuck. Lui, il en avait aucune idée, mais le laboratoire dans lequel il a offert le corps de sa grand-mère, en fait, qui était un laboratoire réellement affilié à l'État, à l'État américain, était sous une enquête depuis déjà plusieurs années. Et là, ça faisait maintenant quelques semaines à peine que l'enquête était finie. Donc évidemment, le FBI, les forces de l'ordre, etc., eh bien, il se retrouve à contacter toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin cette affaire. Et il se trouve qu'en fait, ce laboratoire ne faisait pas du tout ce qu'il disait qu'il allait faire, en fait. Pourtant, c'était réellement un laboratoire lié à l'État, mais pas dans n'importe quelle branche. C'est un laboratoire qui est affilié à l'armée américaine. Et en l'occurrence, la chose qu'il faisait avec le corps des défunts, c'était pas du tout ce qu'il disait, mais plutôt des tests liés à l'amélioration de l'armement américain. En l'occurrence, le FBI, il a pas pu dire à Jim ce qui se passait pour les autres personnes, puisqu'à chaque fois, il y avait des projets différents. Mais ils ont pu l'expliquer ce que sa grand-mère, elle, en tout cas, sa dépouille, a pu subir. Et en l'occurrence, sa grand-mère, elle a été utilisée pour ce qu'on appelle des tests de défense avancés. En gros, ils ont foutu sa grand-mère sur un siège équipé de combinaisons que l'armée, elle essaye de développer pour protéger un maximum ses soldats. Et puis ensuite, ils ont fait péter une bombe sous sa chaise pour voir que la combi, elle pouvait protéger ou non. Là, en l'occurrence, rien du tout, puisque le FBI, il va expliquer à Jim que même les cendres qu'il a reçues dans sa boîte, c'était bien sa grand-mère, mais c'était uniquement les cendres de sa main, puisque c'était le seul truc qui restait après l'explosion de la bombe. Waouh. En plus de ça, on va apprendre par la suite que le laboratoire, il vendait en fait tous les défunts pour à peu près $6,000 à l'armée américaine. Donc en plus de ça, il y avait un profit énorme qui a été fait là-dessus. Et qu'il y a eu comme ça des milliers et des milliers de corps qui ont été utilisés par le laboratoire. Vraiment indécent. Bon, du coup, toutes les familles des victimes, ils ont porté plainte. Il y a eu un procès à un moment donné. Ils ont pu récupérer un peu plus de $50 millions. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Jim chez lui, avec des millions dans sa banque, mais par contre, les cendres de la main de sa grand-mère. On se retrouve avec Jess, qui est une fille plutôt timide. Elle est au lycée, c'est sa dernière année, elle a pas tant d'amis que ça, et surtout, elle vient d'une famille qui a pas beaucoup d'argent. Alors pourquoi préciser ce fait? En fait, c'est parce que on est à la dernière année de lycée, et à la dernière année de lycée, qu'est-ce qui se passe? Il y a le bal de promotion. Quelque chose qui est pas forcément pratiqué chez nous en France, mais aux États-Unis, c'est vraiment big. Juste avant de quitter le lycée, après le bac, on va dire, faire un bal, et puis c'est un petit peu le au revoir au lycée, et le bonjour à tout ce qui est université, grandes études, ou même la vie tout simplement. On est dans les dernières semaine juste avant le bal de promo, et Jess, elle voit que en face d'elle, pendant la pause de la cafétéria, là où ils sont en train de manger, il y a un groupe de mecs, et 2 filles aussi d'ailleurs, il y a 2 filles avec eux, qui font que la regarder, et puis chuchotent entre eux, et puis la regardent et chuchotent entre eux. Elle arrive un petit peu à comprendre, ils sont pas si loin que ça, elle peut un peu lire sur les lèvres entre guillemets, et elle se rend compte qu'ils sont en train de discuter d'elle en tant que potentiel futur partenaire de bal de promo. Mais Jess, ça la dérange un peu parce qu'elle a décidé de pas y aller en fait cette année. Pourquoi elle a décidé de pas y aller? Eh bien parce que elle a pas beaucoup d'argent. Et là-bas, c'est quelque chose de super important, c'est-à-dire que
que l'entrée déjà au bal de promo elle est payante, hein, parce que sur place il y a à manger, à boire, etc. Mais surtout, c'est un peu un rituel, c'est dans les coutumes là-bas d'y venir vraiment sur son 31. Les mecs ils viennent avec un costard, les filles elles viennent avec une superbe robe, etc. Et pour le coup, pour elle, c'est pas possible en fait. Elle a pas l'argent, ses parents ils ont dit que non, désolé, on peut pas te payer une robe comme ça à 400 ou 500 balles. Donc va falloir faire avec, soit tu vas bien normalement, soit tu vas pas en fait. Donc elle est quand même embêtée hein, de voir qu'il y a potentiellement un gars qui va essayer de lui proposer de venir au bal avec elle. Mais bon, elle décide de un peu vesquer la situation, elle va se lever, elle va jeter son plateau, elle va retourner en cours. Et puis comme ça pendant plusieurs jours, à chaque fois qu'elle croise le gars et qu'elle voit qu'il est assez insistant et qu'il est potentiellement en train de se donner du courage pour lui demander d'aller à ce bal, elle arrive à chaque fois à l'esquiver. Jusqu'au jour où vraiment c'est mort. Il arrive à la bloquer dans un coin, il lui dit écoute, je suis vraiment désolé, je te regarde depuis un moment, je sais pas comment t'aborder. J'ai vraiment envie que tu viennes au bal de prom avec moi, s'il te plaît. Est-ce que tu veux venir à ce bal de promotion? J'aimerais vraiment que tu viennes avec moi. Elle va refuser, gentiment, en lui mentant évidemment, parce qu'elle a envie d'y aller elle aussi, mais elle a pas l'argent pour, donc elle va simplement lui dire ouais non désolé, j'ai des obligations familiales, je peux pas, j'aurais bien voulu mais je suis vraiment désolé, c'est pas possible. Bon, le temps avance, hein, 3 semaines plus tard, c'est le soir du bal de promo, et elle est chez elle, en se disant que merde, elle aurait quand même voulu y aller, en plus elle avait une proposition, et bon c'est la vie, c'est comme ça, hein. Tant pis, je reste à la maison, et puis elle s'endort. 2 jours après, donc le lundi, elle est de nouveau à l'école, et puis elle voit que sur les lèvres de tout le monde, il y a une sacrée histoire qui a dû se passer au bal de promo, parce que tout le monde parle du bal de promo, mais d'une seule personne. Et cette personne, c'est le type qui lui avait proposé d'aller danser et d'aller au bal de promo avec elle. Et l'histoire, elle est incroyable. Ce type en question, vu qu'il s'est mangé un râteau de la part de Jess, il était demandé à une autre fille qui, elle, a accepté. Mais le soir du bal de promo, en fait, quand il est arrivé devant chez elle, hein, ça fait partie un petit peu, comme je vous ai dit, de la coutume, où t'arrives avec une jolie voiture, un costume, etc. La première personne qui ouvre la porte, c'est pas la fille à qui il a proposé et qui a accepté, mais plutôt son père. Et son père, en voyant le type, il se dit non mais je t'aime pas trop en fait, je suis désolé, il y a un truc qui colle pas, je t'aime pas. Sa fille qui est derrière, bien évidemment, elle commence à taper une crise, vraiment ça va pas du tout. Le garçon et le père, ils vont discuter ensemble un peu à part, et à la fin le père il va dire écoute, si vraiment t'as envie de me prouver que ma fille t'intéresse, si t'as envie de l'inviter au bal de prom, etc., et que vous voulez y aller là maintenant, dans ce cas-là, s'il te plaît, paye au moins une partie de la robe, parce que ça a coûté extrêmement cher, et que déjà que ça me fait chier qu'elle parte avec toi parce que je te sens pas, prouve-moi que t'es un bon gars et paye une partie de la robe. Le garçon évidemment il refuse, parce que c'est hors de prix, c'est des sommes astronomiques, eux ils sont colissés, et il a déjà sûrement lui beaucoup investi pour une jolie voiture et pour son costume, donc en fait c'est dead. Le père il va rester sur ses positions, il va dire bah tu sais quoi, vas-y casse-toi, tu vas tout seul, tant pis, il va fermer la porte de chez lui. La fille encore une fois hystérique, mais moi j'ai envie d'y aller, nanana. Elle va dire non, tu restes à la maison, tant pis, ou alors t'appelles des copines et tu vas avec des copines, mais c'est tout. Elle va finir par se débrouiller à trouver des copines qui avaient pas de cavalier et aller avec eux, et puis la soirée de promotion va se dérouler comme elle est censée se dérouler en fait. Par contre à un autre endroit, ça se déroule pas comme c'est censé se dérouler. Le mec en question, le garçon qui s'est mangé un râteau par le père de la fille, il va venir en pleine nuit, en début de nuit plutôt, il est 22-23 heures, il va s'approcher de la maison par derrière avec un couteau, il va découper la porte de derrière, vous savez c'est souvent des portes un peu type buanderie à l'américaine, où c'est plus une genre de moustiquaire solide en métal qui est la porte de derrière plutôt qu'une porte solide. Il va découper ça avec son couteau, va déverrouiller la porte et ensuite il va pénétrer dans la maison puisque l'autre porte de la maison qui est donc la porte qui permet réellement de rentrer dans le salon par derrière ou par le garage est verrouillée. Il va rentrer à l'intérieur, va rentrer dans le salon, il va voir le père assis dans le canapé en train de regarder la télé. Le père va l'entendre, va se retourner, va dire qu'est-ce que t'es en train de faire chez moi, il est 22h. Et le type en question, le garçon, lui dire je suis venu ici pour te voir mourir. Et il va se jeter sur le père et il va commencer bam bam bam, il va vraiment le foudroyer comme il le peut, jusqu'à ce que la police, parce que sa mère évidemment était présente aussi à la fille, même si la fille elle était au bal de promotion. Sa mère a le temps d'appeler la police, le garçon il va partir en courant évidemment, mais il va quand même se faire attraper par la police et va être mis en prison. Le père il aura mangé 7 coups de couteau, mais il va s'en sortir, et le garçon lui, évidemment, This is America, va pouvoir payer sa caution d'une valeur de $10 000 à peu près, il va aussi sortir de prison en attendant son jugement. Et donc notre ami Jess, qui avait refusé à ce garçon d'aller au bal de promo, a probablement évité une dinguerie pas possible en fait. Parce que c'était cette histoire que tout le monde était en train de parler et discuter ce jour même, le lundi matin, dans son lycée. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas d'activer la cloche, laisser un petit like, ouais, enfin bref, tu peux le lécher aussi si tu veux, y a pas de problème. C'était Théo, peace out.